Ok, bonjour à tous. Merci d'être venus pour ceux qui ont eu le courage de faire 1h45 ou 1h40 ou un peu moins maintenant sur l'agriculture. Bravo à vous. Je pense que vous pouvez vous applaudir déjà. Merci. On l'a vu ce matin, hein, l'agriculture, c'est un sujet extrêmement central sur les questions de régénération. Tout simplement parce qu'en agriculture, on peut capter du carbone dans les sols, on peut recréer de la biodiversité, on peut préserver, protéger, voire même recréer les réserves en eau. Donc c'est un sujet absolument majeur pour notre futur. Voilà. Et moi j'ai fait ce que peut-être un certain nombre d'entre vous veulent faire à l'avenir ou rêvent de faire, quitter la tech pour me lancer dans l'agriculture. Voilà, je discutais encore au déjeuner, il y a un certain nombre de gens là qui pensent à ça ou dont les enfants ont fait ça. Voilà, donc c'est un truc peut-être un peu à la mode. Moi, c'était il y a 4 ans maintenant. Et je partage ça parce que ouais, je pense que c'est important de le dire. Moi, c'est la rencontre avec la vulnérabilité qui m'a fait me bouger. Si on se demandait ce matin comment est-ce qu'on peut vraiment passer à l'action profondément sur la durée. Et personnellement, en fait, c'est l'arrivée de notre fille qui a un handicap qui m'a connecté à la vulnérabilité. Moi, à travers elle, on est rentré dans le club des personnes vulnérables et donc des premières victimes de la crise environnementale. Si jamais demain on va vers ce monde chaotique, je ne suis pas tout à fait certain qu'on s'occupera très très bien des personnes en situation de handicap. Et c'est ça qui m'a mis en mouvement et je le partage, même si ça n'a rien à voir avec l'atelier, pour vous dire que la vulnérabilité, elle a un sens et elle a un rôle dans ce monde. Je me suis donc lancé dans l'agriculture et malgré tout, vous vous demandez pourquoi je suis en costume aujourd'hui, parce que vous rêvez tous de quitter vos costumes et de vous mettre en jean et en t-shirt dans l'agriculture, mais effectivement, j'ai aussi basculé un peu écolo, donc j'ai plus assez de jeans, ils sont tous troués. Donc ce matin, je me suis dit, bah, je vais utiliser mes vieux costumes et je vais les rentabiliser. Et c'est pour ça que je suis en costume aujourd'hui. Ne m'en tenez pas rigueur. Voilà. Alors, on va se lancer. Vous allez avoir une table ronde un peu longue, mais en fait, on va faire 5 séquences de 20 minutes. Donc en fait, ça va être très rythmé et on va progresser ensemble vers les questions des enjeux et des solutions à travers l'agriculture. Donc je pense que on va vraiment pas sentir le temps passer, en tout cas je l'espère. On va commencer par le constat. Voilà, on va parler du constat, pourquoi l'agriculture est centrale, et on va dézoomer un peu. On a parlé ce matin pas mal, on a parlé de l'eau, voilà, je pense que vous avez tous compris pourquoi c'est important. On a parlé de carbone, et on a un petit peu moins parlé de biodiversité, et pourtant, la biodiversité, c'est central. Désolé, c'est encore un autre élément du possible effondrement du vivant, puisque nous faisons partie, nous, du vivant, et que si la biodiversité s'effondre, malheureusement, on s'effondre avec. Donc, on va tout de suite, sans plus attendre, accueillir Emmanuel Delannoy sur scène. Voilà, on peut l'applaudir. Et Ingrid Bazin pour cette première séquence. Pour cette première séquence, allez-y, installez-vous, on va s'asseoir et on va commencer par un petit peu dézoomer, donc, comme je le disais. Hop, je vais me mettre pas trop loin. Alors, Emmanuel, tu as développé le modèle, le concept de permaéconomie. Tu travailles beaucoup sur le biomimétisme, sur les enjeux de biodiversité, les nouveaux imaginaires. Tu es auteur et tu as été dirigeant d'entreprise. Tu as contribué au lancement de la fresque de l'économie régénératrice, enfin bon, ou TIV, je ne sais jamais comment on dit. Donc finalement, tu fais plein de choses et je te laisserai peut-être te présenter. Et Ingrid, toi, tu es directrice de la transition écologique à l'Institut Mines Télécom. Là, tu vas intervenir d'ailleurs tout à l'heure dans la table ronde en soirée. Donc tu nous en diras plus sur cette fonction-là. Mais on t'a plutôt fait venir là, dans cette table ronde, comme témoin des conséquences de l'usage des pesticides, en l'occurrence des insecticides, sur la biodiversité et puis plus directement la vie des gens, puisque tu as grandi confronté à ces sujets-là. Emmanuel, pour démarrer, peut-être te
te présenter si tu veux ajouter à ce que j'ai pu dire. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Enfin, une formation initiale de biologiste, une formation complémentaire en économie après, et surtout un engagement associatif et militant de très longue date, depuis plus de 25 ans, et notamment auprès d'une ONG qui s'appelle Humanité et Biodiversité, et que je représente d'ailleurs au bureau du comité français de l'IUCN. Donc voilà, pour faire le lien. Et effectivement, ça fait aussi à peu près 25 ans que je travaille à la réflexion sur la convergence des enjeux entre économie et biodiversité. Et je préfère dire convergence des enjeux parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça encore, on les opposait. C'était presque en termes d'arbitrage qu'on raisonnait. Et en fait, j'ai énormément creusé la question de l'interdépendance, de la dépendance plutôt, de l'humanité et à travers ses activités économiques vis-à-vis de la biodiversité. Donc ça, c'était le point central. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous faites tout à fait le lien entre vos business dans la tech et la question de la biodiversité. Qui pense là dans la salle que vous avez un lien, vous, dans vos entreprises, avec les enjeux de biodiversité, un lien un peu direct? Ah, bon, alors ça vaut le coup de... Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup de mains levées. Pas tant que ça. Il va falloir que tu leur expliques alors. Alors oui, effectivement. Et donc, avant, je voudrais faire une introduction quand même aussi. Quand on parle de biodiversité, d'abord, il y a un mot important là-dedans, c'est peut-être diversité. Et ça fera un lien, alors avec ton introduction aussi, la sensibilité que tu as développée, ça fera un lien avec l'actualité politique aussi. C'est que, ben voilà, nous avons une devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Elle a été faite au XVIIIe siècle. Cette devise nationale, elle est très riche, elle est très forte. Malheureusement, il y a un oublié, il y a un impensé. C'est que parler de fraternité, si on ne parle pas de diversité, on a carrément un très, très gros angle mort. Et je pense que la diversité, c'est pour moi un cap. Ça doit être un horizon, ça doit être notre utopie d'aujourd'hui, de même que la devise nationale était une utopie fondatrice au XVIIIe siècle. La diversité, c'est vraiment la construction de la résilience, et pas seulement la diversité d'ailleurs des individus, des entités, mais plus vous avez de diversité dans une population, plus vous avez de diversité dans un écosystème, plus vous avez de richesse dans les liens, dans les interactions possibles. Et ça contribue à quelque chose qu'on appelle l'émergence en écologie. L'émergence, c'est le fait qu'un système complexe acquiert des propriétés nouvelles, plus les liens entre les éléments qui composent vont être denses et diversifiés. Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est vrai en économie, comme c'est vrai en écologie, et comme c'est vrai d'ailleurs dans une société. Merci. Et alors, on peut applaudir. Pour répondre à la question, j'ai dirigé des travaux d'économiste en 2016 sur un rapport qui m'a été commandé à l'époque par le ministère de la Transition écologique. Enfin, il y avait un autre nom à l'époque, avec une ministre à l'époque. Comme ça, vous voyez tout de suite à peu près de qui je vais parler, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Et en fait, un des constats qu'on faisait, c'est que, en gros, si on prend en compte tous les secteurs qui sont liés de près ou de plus ou moins loin à l'agriculture, à la foresterie, à la pêche, mais aussi les métiers du tourisme, on se rend compte qu'à peu près 40% de l'activité économique de notre pays dépend directement du bon état des écosystèmes. Alors, on va me dire 40% de l'activité économique, ok, ce n'est pas la majorité. Mais si on prend en compte les chaînes de valeur aval, et si on s'intéresse aux entreprises de transformation, aux entreprises de logistique, de distribution, etc., ça fait à peu près 80% de la richesse nationale, et donc 80% des emplois dans notre pays qui dépendent directement ou indirectement du bon état de la biodiversité. Mais même ce chiffre-là, j'ai envie de dire, il est insuffisant. Enfin, ça a été évoqué juste avant dans la séance un peu humoristique. C'est que, imaginez de tenir quelques minutes sans respirer. Non, si demain les végétaux arrêtaient de faire la photosynthèse et de produire de l'oxygène, on serait quand même très mal. De boire, chaque fois qu'on va avoir la chance de boire quelque chose, on le doit aussi quand même à l'action de filtration des zones humides, des forêts, de l'ensemble de cette biodiversité qui nous accompagne finalement dans ce grand fleuve du vivant. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire que l'entreprise a un fournisseur stratégique qu'elle a toujours tendance à occulter, qui est la biodiversité. C'est votre fournisseur indirectement de services pour votre accès à l'énergie. C'est votre fournisseur directement ou indirectement pour votre accès aux matières premières, aux matériaux que vous allez utiliser ou transformer. Et c'est quelque part un fournisseur aussi de services de régulation, donc c'est ce qu'on appelle les services écologiques, là en l'occurrence. Imaginez une agriculture sans pollinisation, ça ne tient pas. Imaginez n'importe quelle activité économique sans les services de lutte contre l'érosion, la couverture des sols, etc. Ça ne marche pas. Et pour vous donner un exemple qui est très loin de l'agriculture, c'est dans un centre de tri postal,
Enfin, il y a un lien quand même avec l'agriculture d'ailleurs. On s'est rendu compte qu'il y avait un taux de saisonnalité dans les pannes des machines et qui était lié à la saison des récoltes. Et en gros, c'est quelques semaines pendant lesquelles les sols sont nus, la couverture végétale n'a pas eu le temps de se reconstituer. Et donc, il y a de l'érosion éolienne chaque fois qu'il fait un peu chaud, un peu sec et qu'il y a du vent. Et ça fait de l'empoussièrement, c'est du Dust Bowl en miniature finalement. Ben ça vient gripper les machines. Et là, on voit bien qu'il y a une activité de service finalement rendue par ce grand fournisseur qu'est la biodiversité, qui joue un rôle essentiel dans n'importe quelle activité économique. Et évidemment, en plus, particulièrement dans l'agriculture. Alors, quel est l'état de la biodiversité? T'as une slide, hein, tu me dis quand tu la veux, mais j'ai une slide. t'en as une. Quel est l'état, juste pour nous faire ce petit dézoom, là, qu'on comprenne en quelques mots des enjeux dont on est en train de parler? Alors déjà pour donner un bémol, parce que quand on parle de services écosystémiques ou de services écologiques, on a une vision un peu utilitariste, anthropocentrique, etc. de la biodiversité. C'est évidemment beaucoup plus que ça, et c'est d'abord une question d'enjeu éthique. Encore une fois, c'est une question de regard sur le vivant, donc de regard qu'on va pouvoir avoir par nous-mêmes aussi. Et notre existence, elle prend du sens par rapport à cette alternité qu'on va trouver dans le vivant, dans la nature. Simplement la réponse sur les services écosystémiques, on estime aujourd'hui au niveau de l'ONU que 65% des services écosystémiques à l'échelle mondiale sont dégradés. Donc on est très loin d'un optimum et c'est bien plus que la majorité. On estime aussi que, et Raphaël Wallendorst en avait parlé ce matin, on est sur un taux d'extinction des espèces qui est de 100 fois à 1000 fois le taux d'extinction naturel. Donc on n'est pas un ordre de grandeur au-dessus, on est au moins 2 ordres de grandeur, à 3 ordres de grandeur, au-dessus du rythme d'extinction naturelle des espèces. Donc là, on est effectivement dans une crise d'extinction massive, ou en tout cas vers le chemin, et un chemin accéléré, vers une crise d'extinction majeure. Et alors, c'est là qu'on peut peut-être montrer la slide que j'avais préparée. Il y en a une, voilà, qui va arriver, je pense. Et voilà, qui permet vraiment de caractériser l'Anthropocène. Voilà, c'est celle-là. Si vous faites en exercice de pensée, vous mettez l'ensemble des mammifères de cette planète, y compris les mammifères marins, hein, donc les baleines, etc., les cachalots, sur une balance comme ça. Hein. On peut le faire par échantillonnage, on le sait faire. Ben, vous avez 36% du poids total des mammifères, c'est notre espèce, c'est Homo sapiens, c'est une seule espèce. 60% du poids total des mammifères, ce sont les animaux d'élevage, donc des bovins, des porcs, un peu d'ovins, mais finalement dans la masse c'est pas beaucoup, c'est quand même beaucoup de bovins. Et derrière, il reste plus que 4% de mammifères sauvages, y compris les très gros, encore une fois, les mammifères marins, etc. Là, on se rend compte quand même qu'on est bien rentré dans l'anthropocène, c'est-à-dire que c'est l'activité humaine, en l'occurrence à travers l'élevage, qui est quand même prépondérante dans la place qu'on peut prendre sur la biosphère. Un autre chiffre important, et ça c'est lié à la pollution par les plastiques. Du plastique, il y a en gros 70-80 ans qu'on en fait, avec une grande accélération quand même dans l'après-guerre, dans les années 60-70. Mais on continue à en fabriquer énormément tous les jours. Depuis qu'on a fabriqué du plastique, on a fabriqué 8 gigatonnes de plastique. Le plastique qu'on a fabriqué dans les années 50, il est encore là aujourd'hui. Et il sera encore là dans 400 ans, dans 4000 ans. Il va se fragmenter, il va se sédimenter, mais il sera toujours là. Il ne va pas se dégrader. Par comparaison, on a 4 gigatonnes de biomasse animale aujourd'hui en tout sur Terre, y compris là, les fourmis, les invertébrés, les poissons, etc., pas seulement les mammifères. Donc on voit bien que dans les ordres de grandeur, on est quand même assez éloigné. Et pour vous donner un autre chiffre, enfin je ne vais pas donner le chiffre exactement, mais le poids total du couvert artificiel, c'est-à-dire de tout ce qui est béton et bitume sur Terre, est désormais supérieur au poids total du couvert végétal. Et là, ça intéresse aussi l'agriculture, parce qu'on voit bien que tout ce qui est artificialisation des sols et stérilisation des sols par la couverture finalement artificielle, évidemment, c'est tout ça qui n'est pas disponible pour l'agriculture non plus. Alors Ingrid, toi tu l'as vécu de l'intérieur, si je puis dire, tu as vécu dans une famille d'agriculteurs dans les Antilles, où tu as vu en fait les conséquences. Alors on va essayer de revenir sur quelque chose de très concret, voilà, pour comprendre ce que ça donne dans un écosystème insulaire, en fait, qui est démonstrateur des conséquences de tout ça. Oui, tout à fait. Donc effectivement, moi j'ai grandi dans les Antilles françaises, hein, en Guadeloupe, et je pense que tout le monde ici a dû entendre parler de la pollution au chlordécone.
Donc, et ce n'est pas le seul, hein, il y a beaucoup de pesticides effectivement qui polluent les sols. Et il faut savoir que là-bas, cette pollution est bien engendrée par la culture de la banane. Hein. Moi-même, je mettais le Mirex hein, quand j'étais gamine. Chlordécone, c'est un insecticide. C'est un insecticide. Et le Mirex, c'est le nom du produit. C'est le nom du produit, voilà. Donc le chlordécone est utilisé notamment contre le charançon de la banane qui sévit après des fortes pluies et des ouragans. Donc il faut savoir qu'il a été interdit normalement d'utilisation depuis les années 75, mais en France, après justement des grosses pluies, il a été réutilisé et réautorisé entre les années 72 et au moins 93, voire 90, 95. Et donc voilà, donc en fait, il y a une forte pollution des sols de la Martinique, de la Guadeloupe. Alors la Martinique, c'est un peu partout. La Guadeloupe, c'est surtout, donc cette île en papillon, surtout sur la partie basse-terre. Et il faut savoir que ces sols sont pollués pour à peu près 600 ans, puisqu'en fait, ce gros cube de chlore ne se biodégrade pas. En tout cas, on a vraiment du mal à trouver un animal naturel ou même artificiel qui puisse réussir à dégrader ça. En revanche, il a la capacité à s'accumuler dans tout. Dans tout ce qui est racines, dans tout ce qui est plantes, au niveau des graisses animales, dans les œufs aussi, dans les poules, dans les bovins, absolument partout. Donc du coup, chez nous, cette pollution, elle engendre énormément de conséquences. À la fois, elle a un impact sur la biodiversité, mais elle a aussi un impact sur la vie des gens. Parce que là-bas, nous, en plus d'être agriculteurs, tout le monde là-bas, en général, a un jardin potager personnel qui lui permet de vivre, parce que nous, quand j'étais gamine, on me disait il faut absolument que tu bosses pour pouvoir gagner ta vie. Je disais je vois pas pourquoi, parce que la nature elle est très riche, je sors, j'ai des oranges, j'ai des bananes, j'ai des mangues, j'ai absolument tout ce qu'il faut. Et bien il faut savoir qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué parce que la pêche elle est réduite. Donc effectivement voilà la slide. Donc en fait il y a une variété de poissons là-bas quand j'étais enfant qu'on allait à la criée le matin chercher. Et aujourd'hui, on a des interdictions de pêche à cause justement de la pollution de certains d'entre eux. Au niveau de la culture des sols, eh bien, on recommande aux personnes maintenant, pour pouvoir diminuer l'impact du chlordécone sur leur santé, de ne plus cultiver directement les sols. Donc, allez dire ça à une mamie qui a 80 ans et qui a l'habitude d'avoir son petit potager. Pour elle, c'est compliqué d'aller changer son mode de culture. Donc, aux jeunes agriculteurs là-bas, on leur apprend à faire de la culture hors sol. Donc ça devient quand même un peu compliqué parce que la terre, en fait, elle est inexploitable. Il y a aussi des pêches, donc certaines pêches aussi dans les rivières. Chez nous, on a une grosse écrevisse qui est excellente, qui est sur la basse terre, qui s'appelle les Wassous. Et bien aujourd'hui, en fait, elle est aussi interdite à la pêche parce qu'elle est polluée. Donc voilà, donc vous avez en fait tout un écosystème naturel qui est dégradé. Vous avez une obligation des agriculteurs, soit professionnels, soit artisanaux, puisque je dis tout le monde là-bas utilisent sa terre, et bien qui sont dans l'obligation en fait, de changer leur mode et du coup de devoir aller acheter des pommes, chose que chez nous normalement on n'a pas. Donc voilà, normalement on mange avec ce qu'on a sur nos territoires. Donc on voit à l'échelle d'une île, en fait, on voit beaucoup plus rapidement les conséquences de l'utilisation des produits phytosanitaires, des insecticides là en l'occurrence. Mais en réalité, toi, tu es spécialiste aussi, du coup, tu en as fait un peu ton métier. Oui. Tu es spécialiste aussi de la pollution de l'eau, me semble-t-il. Et tu vois qu'en fait, cette pollution, elle est absolument partout. Ça paraît un peu plus dilué à l'échelle de la France ou de l'Europe, mais en réalité, c'est bien là, quoi. Oui, tout à fait. Donc effectivement, moi je suis biologiste, comme monsieur, et je suis biologiste moléculaire et généticienne, et je me suis spécialisée dans le développement de la biodétection des polluants dans l'eau. Et notamment, je me suis spécialisée sur la détection des toutes petites molécules, comme le glyphosate, comme certaines toxines naturelles ou pas, et aussi la chlordécone, parce qu'on a essayé d'avoir aussi des projets, bien sûr, sur la détection de la chlordécone, et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut soit réussir à la dégrader, à la stocker, à pouvoir traiter, en fait, la contamination des eaux. Et on se rend compte qu'il y en a absolument partout, que la contamination, elle est partout, et c'est aussi vrai en France. Donc, effectivement, croyez-moi que moi, j'attendais avec grande impatience l'interdiction définitive du glyphosate, mais bon, Monsanto est beaucoup plus fort que moi et que nos publications scientifiques. Et ce n'est pas que le glyphosate, c'est beaucoup d'autres molécules. Là, il y a quelques mois, nous, dans le sud de la France, dans le village où j'habite, près d'Alès, eh bien, nous avons dû faire face à la pollution au PFAS. Alors aujourd'hui, on n'en parle plus parce qu'il y a d'autres problématiques qui sont arrivées, mais les PFAS, c'est pareil. Donc, toute cette
pollution, en fait, ce sont des polluants persistants qui restent très longtemps, qui ne sont pas dégradés, qui s'absorbent partout, et notamment dans les sols et dans les produits que l'on mange, dans les produits alimentaires. Donc pour l'agriculture, c'est un vrai défi d'essayer de comprendre, de combattre, en fait, essayer de traiter ces types de polluants. Et moi, sur mon île aussi, j'ai aussi vu le changement, l'effet dû au changement climatique. Parce que comme c'est une île, aujourd'hui quand j'entends des gens qui me disent non mais le changement climatique ça n'existe pas, je dis mais venez chez moi et venez voir en fait l'impact que ça a sur une petite île comme la mienne en fait. Parce que vous avez un changement de climat, chez moi normalement l'été, c'est-à-dire juillet, août, il fait extrêmement chaud et sec. Donc on a un climat où j'ai vendu à ma belle-mère, viens chez moi, tu vas voir, tu iras te baigner tous les jours, il fait beau, il fait sec. Eh bien je l'ai emmené là-bas, il a plu tous les jours à partir de 16h30. On passe sur un climat équatorial, plus un climat tropical. Donc effectivement, ça aussi, ça a un impact sur la biodiversité. Parce que du coup, vous avez toute une chaîne en fait de tout cet écosystème, et notamment une chaîne alimentaire qui existe dans cet écosystème particulier. Je prends l'exemple, par exemple, de grosses fourmis qu'on appelle des fourmis manioc, on les appelle comme ça parce qu'elles viennent spécifiquement manger les feuilles de la manioc. Et donc, quand j'étais petite, je les observais à pouvoir prendre leurs feuilles sur le dos et ensuite l'amener dans la fourmilière. Eh bien, ces fourmis, en fait, comme il y a moins de manioc, puisque les gens ne peuvent plus cultiver la terre, donc la manioc qui est de culture, il n'y en a plus. Il y en a un petit peu de la sauvage, que la manioc c'est la seule racine qui pousse de manière naturelle et de manière sauvage. Donc du coup, ces fourmis, elles vont essayer d'attaquer autre chose. Donc comme chez nous, les arbres, les feuilles des arbres sont très épaisses. Donc en fait, ils vont attaquer quoi? Ils ne vont pas attaquer les feuilles, ils vont attaquer les fleurs. Donc ils attaquent les fleurs, les fleurs de manguier, les fleurs d'oranger. Et donc du coup, ils mangent les fleurs. En plus, par-dessus, avec le taux d'humidité qui augmente, il y a une espèce de champignon noir qui s'est développé sur l'ensemble de tous les feuillages, qui font qu'en plus, ça étouffe la respiration naturelle de la plante. Donc les plantes produisent moins. Naturellement, les fleurs sont mangées par les fourmis. Donc du coup, on a moins de production pour nous, pour manger. Et vous avez tout cet écosystème en fait, qui est tiré vers le bas. Donc voilà, effectivement, il faut savoir que lorsqu'on a une action à un endroit, et ça j'essaie vraiment de l'inculquer à mes élèves ingénieurs, quand bien même ils ne soient pas biologistes, je dis il faut comprendre en fait les conséquences que l'on a sur cet écosystème auquel nous, on appartient. Ingrid, merci pour ce petit témoignage express qui nous a bien boosté là, pour comprendre les conséquences très concrètes. On peut applaudir Ingrid qui va du coup laisser la place. Alors on va remettre les slides 2 secondes et puis en même temps on va accueillir sur scène, on en est où? Ingrid descend, Étienne et Marion vont monter sur scène, voilà. Et on peut les applaudir aussi, hein. Voilà. On va parler de ce que l'agriculture fait de mieux, c'est-à-dire ce donut. Pourquoi ce donut? Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du donut, mais c'est l'idée, c'est Kate Raworth, qui est une économiste, qui propose ce cadre pour le développement économique durable. L'idée, c'est qu'on a un développement économique en forme de donut, avec un plafond écologique qu'on ne peut pas déplacer, dans lequel vous avez en fait là, à l'extrémité du donut, les limites planétaires. Donc les limites planétaires, si on les dépasse, tout s'effondre et voilà, on n'est pas bien. Mais il y a aussi un plancher social. Et dans le plancher social, il y a la capacité à ce que les gens puissent vivre dignement, sous toutes les dimensions qui sont exprimées ici. Et ce plancher social, si on parle d'agriculture, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir nourrir tout le monde à un prix acceptable, parce qu'il faut que les gens puissent se payer à manger pour vivre. Il faut que l'agriculteur puisse vivre décemment de son métier. Donc comment est-ce que dans l'agriculture, on combine les limites planétaires, le plafond finalement écologique et ce plancher social? Alors on a le plaisir d'accueillir Marion. Toi, tu es directrice du développement de Ferme d'Avenir. Voilà, tu pourras nous en dire plus. Et Étienne Falise, qui est originalement polytechnicien agriculteur. Voilà, je ne sais pas si vous êtes beaucoup dans l'amicale des polytechniciens agriculteurs, mais il a fait aussi ce dont beaucoup rêvent ici, c'est qu'il a quitté le monde d'avant, où il était directeur général d'entreprise pour se lancer dans l'agriculture. Et
lancer des fermes qui fonctionnent. Alors là, le moment, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester dans ce donut et faire un donut bio qui marche. Voilà. Étienne, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait et ce que tu fais au village potager? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Juste un mot pour rebondir sur ce que disait Maxime. Effectivement, j'ai un passé d'ingénieur et de consultant, et j'ai dirigé un groupe industriel pendant une dizaine d'années dans le verre. Ce qui a quand même quelques traductions qu'on va évoquer, je pense, sur le métier maraîcher, même si ça peut paraître surprenant. Donc le village potager, on l'a créé en 2018. Je dis on parce qu'on est deux, en fait, mari et femme et associés, entrepreneurs tous les deux. Et notre intention, c'était de créer une nouvelle forme de ferme maraîchère. Dans le maraîchage, il y a deux grands modèles qu'on trouve beaucoup. Celui des micro-fermes, où très souvent l'exploitant est pas mal contraint au niveau horaire et au niveau rémunération. Et celui des cultures légumières, où on a des fermes souvent plus constituées, plus installées, qui produisent quelques légumes à grande échelle et donc qui les distribuent à travers des coopératives ou des distributeurs. Nous, ce dont on était convaincus, c'est qu'il y avait un enjeu sociétal à aller plus loin que la micro-ferme, et notamment dans l'agriculture biologique. Donc on a créé le village potager en 2018 autour de 3 piliers. Donc le premier, c'est l'agriculture bio elle-même, c'est-à-dire on est une ferme maraîchère, je vais vous donner les chiffres clés tout à l'heure, assez importante. On a démarré avec la conviction que la masse critique, c'était au moins 10 personnes. Le second, c'est un village, c'est un tiers-lieu, le village potager. C'est un endroit où on accueille des enfants, des entreprises, des particuliers, des partenaires à longueur d'année, à peu près 2000 personnes par an, parce qu'on a une capacité d'hébergement et d'accueil qui permet d'accueillir des groupes assez importants. Et le troisième pilier, c'est qu'on... On y allait avec Éloi, je vous le recommande, c'est super. Et je crois Ferme d'Avenir aussi, hein, vous êtes allé. Oui, on est compagnons Ferme d'Avenir, mais je laisserai Marion en parler. Et le troisième pilier, c'est le pilier social. On est entreprise d'insertion quasiment depuis le début. C'est-à-dire on est agréé ZUS depuis le début et entreprise d'insertion depuis 2019, ce qui fait qu'on a une partie importante de l'effectif qui tourne, qui est dans des contrats d'insertion tels que l'État les a mis en place. Avant d'entrer dans les chiffres clés, en préparant la table ronde, il y a 2-3 focus qui, à mon sens, sont importants pour nourrir la discussion sur l'importance du maraîchage et du maraîchage bio, notamment si on vient tout à l'heure sur la question est-ce que le modèle peut se répliquer. Il y a un de ces focus, c'est les circuits courts. C'est-à-dire, très clairement, pour pouvoir rémunérer les producteurs correctement, il faut distribuer sa production à travers des circuits courts. Le maraîchage, en fait, c'est une activité qui est anti-économique. On produit 50 à 150 légumes différents et il n'y a pas un artisan qui, démarrant un projet et se présentant en disant « Tiens, je vais faire 150 produits différents », ne se verrait pas rejeté par son banquier lui disant « Vous êtes fou, faites-en déjà 4 ou 5 et puis on verra quoi ». En fait, le maraîchage, c'est ça. C'est-à-dire, si on veut délivrer à ses clients une gamme de légumes satisfaisante toute l'année, il faut faire au minimum 50 légumes. Nous, en l'occurrence, on en fait 150. Et donc, pour préserver la valeur, parce qu'on fait ça de façon moins efficace qu'un légumier qui ne fait que des carottes ou que des pommes de terre, pour préserver la valeur, on n'a pas droit à 2-3 intermédiaires comme le font les grands légumiers. Donc, c'est assez... Vous qui êtes tous probablement, d'une façon ou d'une autre, clients de producteurs et de producteurs locaux, sachez-le, c'est une contribution capitale à la survie de ces producteurs locaux, parce que si on passe l'étape de un distributeur, en fait, toute la valeur qui a été payée par le client, elle disparaît dans le réseau de distribution. Il ne reste presque plus rien aux producteurs. Le deuxième point clé, c'est la gestion des ressources humaines. Alors ça, c'était un grand débat avec Ferme d'Avenir quand on était ferme partenaire, Ferme d'Avenir, parce qu'en fait, on était à une taille supérieure à la plupart de celles qui étaient dans votre réseau. Et en fait, c'est un métier de main-d'œuvre, le maraîchage. Un des ratios qui est très important, c'est que dans l'agriculture céréalière ou légumière, on considère qu'il faut une personne pour 100 hectares. Le reste de l'investissement, c'est des machines. Dans le maraîchage, c'est une personne par hectare, c'est-à-dire 100 fois plus de monde à l'hectare. Et nous, en l'occurrence, on est à 1,5 à l'hectare.
Et comme en plus il y a un taux de rotation très important des équipes parce qu'il y a des gens en insertion, parce qu'il y a des saisonniers, parce qu'il y a des gens qui se projettent sur un projet personnel, en fait le challenge permanent pour nous c'est d'arriver à intégrer tous ces gens qui sont complètement fanas de l'idée de développer une agriculture bio sur les territoires, et bien de les faire entrer dans des logiques qui sont quand même un peu des logiques industrielles. Pour que ça fonctionne, on a besoin de documentation, on a besoin de méthodes, on a besoin de standards, on a besoin de formation. On a besoin de tout un tas de choses qui font que quelqu'un qui arrive, même s'il est rêveur, il finit par comprendre qu'une botte d'aromates, c'est 24 secondes et qu'une planche de carottes à récolter, c'est 5 minutes, etc., etc., etc. Parce que si on ne le fait pas, comme l'un des postulats de l'organisation sur le plan social, c'est qu'on va rémunérer et employer les gens dans les termes du droit du travail, c'est-à-dire au minimum au SMIC et au maximum à 35 heures, ou alors en heure sup, et bien en fait, tout ce qui est gaspillage de temps va se traduire par augmentation des coûts de production des légumes et in fine par des pertes de parts de marché. Donc il y a un enjeu sociétal super important sur ce type de structure qui est d'arriver effectivement, de manager correctement la gestion des ressources humaines sur une population qui est très diverse, puisque ça va des gens en insertion à des stagiaires ingénieurs, y compris de grandes écoles qui viennent régulièrement. Peut-être sur le déploiement, on y viendra plus tard. Oui. Marion, tu peut-être nous présentes Ferme d'Avenir, ce que tu y fais? Oui, avec plaisir. Donc Ferme d'Avenir, c'est une association de développement de l'agroécologie qui a 10 ans et qui aide les porteurs de projets à s'installer. Donc c'est des gens qui sont potentiellement en reconversion professionnelle qui veulent devenir agriculteurs ou des agriculteurs à switcher vers des modèles agroécologiques. Et donc effectivement des fermes comme le village potager avec qui on a déjà mis en place des programmes de formation dans le passé. Et donc vous avez un échantillon des exemples de fermes de notre réseau. Donc concrètement, on outille, on forme, on accompagne et on finance toute ferme, toute production, toute taille pour aller vers l'agroécologie. Et donc en 10 ans, on a tissé des liens avec 1 millier de fermes partout en France. Et donc en termes de pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être des fermes en maraîchage comme le village potager, mais comme la ferme des Gobettes ou le jardin de demain en Normandie, qui sont sur des modèles bio, en sol vivant, avec du petit élevage, de l'agroforesterie. Ça peut être des fermes comme la Corbinière en centre-Val de Loire, qui fait de l'élevage en 100% à herbe, en pâturage tournant dynamique, donc des modèles qui permettent de préserver la biodiversité, de régénérer les sols, de stocker du carbone. Et ça peut être aussi des fermes en grande culture, évidemment. Donc, concrètement, l'agroécologie, c'est pas régi par un cahier des charges. L'agriculture bio, c'est l'une des voies de l'agroécologie. Donc, chez Ferme d'Avenir, pour nous, l'agroécologie, on explique ça en disant que c'est une agriculture qui permet de préserver les capitaux naturels planétaires dans un contexte de limite planétaire, de nourrir les Français, parce que c'est quand même la vocation première de l'agriculture, et de permettre à l'agriculteur de vivre de son métier. Et en gros, tu es dans le donut, là, justement. Exactement. J'arrive au donut. C'est ça. Et tu arrives dans votre réseau, parce que 1000 fermes, voilà, c'est gros. Vous voyez des fermes qui Bien arrivent, sûr, ouais. vous en voyez beaucoup. On entend souvent dire que c'est impossible de faire cette quadrature du cercle entre rémunération, voilà. Mais vous, concrètement c'est les deux arguments qui reviennent le plus par nos adversaires idéologiques, entre guillemets. C'est on nourrira jamais les Français avec ça. Donc ça, bon, on va pas en parler maintenant, c'est le sujet du troisième atelier. Ou alors, c'est des modèles qui sont pas viables. Et donc nous, notre spécificité chez Ferme d'Avenir, c'est justement d'identifier des fermes qui sont ce qu'on appelle triplement performantes, donc qui arrivent à produire, à être dans les limites planétaires et voire même de régénérer les écosystèmes et de permettre à l'agriculteur de se payer et de vivre dans des conditions dignes. Et donc, on va détailler ces fermes-là sous forme de portraits, de podcasts, de vidéos pour diffuser, déjà identifier leurs clés de réussite, comme un peu Étienne vient de vous le détailler. Qu'est-ce qui fait qu'elles y arrivent et que d'autres n'y arrivent pas? Et ensuite, on diffuse ces clés de réussite et ces bonnes pratiques aux agriculteurs en reconversion ou qui sont plutôt conventionnels et qui veulent aller vers l'agroécologie pour détailler ces modèles. Et donc, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Étienne. En fait, il y a des points communs quand même qu'on retrouve sur ces fermes, même si elles sont sur des tailles ou des productions différentes. Le principal, c'est qu'ils sont sur des filières courtes ou de qualité, ce qui permet aux agriculteurs de récupérer plus de valeur et de pouvoir se rémunérer, puisque l'enjeu du prix est très important. C'est des fermes qui ont aussi beaucoup investi dans la formation
formation à la gestion des sols, par exemple, la régénération des sols, mais aussi à un peu l'efficience. En fait, on n'y pense pas souvent quand on ne vient pas de ce milieu-là. On pense beaucoup à l'accompagnement agronomique, à l'accompagnement technique, et c'est vrai évidemment que c'est important. Mais un agriculteur, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise, et donc il y a une multitude de petites actions d'organisation, d'efficience qui vont amener à la fin une ferme, surtout dans le maraîchage, à être viable ou à ne pas être viable. Et donc, c'est très important de se former là-dessus et de faire les bons choix pour qu'à la fin, on puisse se verser un salaire et dégager une marge. Mais toi, Étienne, concrètement, tu arrives sur ta ferme à concilier solidarité, rentabilité, régénération. Je crois que tu as fait la CEC aussi, hein, donc tu étais bien au courant de ça. Alors pour nous, régénération, c'est le plus facile parce que nous, on est bio depuis le début. On est sur une terre qui était déjà absolument pas traitée, en forêt de Fontainebleau, en zone Natura 2000. Donc on a effectivement un certain nombre de pratiques vertueuses depuis le départ. Et on a notamment pris soin de nos sols. On y est aidé par le cahier des charges bio qui impose la rotation, les engrais verts, etc. Mais globalement, nos sols sont de mieux en mieux à chaque saison, quoi. Solidarité et rentabilité, c'est assez important de rentrer en 30 secondes dans le détail. La solidarité, elle s'exprime, pour moi, principalement par deux facteurs, qui sont d'ailleurs dans l'agrément ESUS. Il y a le respect et l'intégration des parties prenantes. Donc les parties prenantes sont les salariés, les clients, les fournisseurs. Les collectivités locales ont un rôle extrêmement important dans le développement de l'agriculture locale. Donc c'est au quotidien, c'est aussi à travers des comités de gouvernance, mais c'est beaucoup au quotidien que ça se joue. Et l'autre élément capital en termes de solidarité, c'est l'échelle des revenus. On ne le dit jamais, mais en fait, notamment pour les gens qui veulent franchir le pas, il faut avoir les quelques ordres de grandeur en tête. L'agrément ESUS, donc les normes de l'agrément ESUS en termes d'échelle des revenus, c'est l'échelle doit être comprise dans un rapport de 1 à 7 entre le salaire d'entrée et la moyenne des 5 plus hauts salaires, et 1 à 10 entre le salaire d'entrée et le plus haut. Ça, c'est ESUS. Nous, dans nos statuts, on a écrit statutairement qu'on resterait dans un rapport de 1 à 4. Et actuellement, on n'a aucun problème là-dessus. On est à 1 à 2. C'est-à-dire la situation du revenu dans l'agriculture, la petite agriculture, le petit élevage, les maraîchers, les petites exploitations. En fait, c'est des perspectives de salaire qui, aujourd'hui, sont en termes de progression de salaire, assez écrasées. C'est-à-dire que même un agriculteur qui a fait 5, 10 ans, 15 ans de carrière, il va rarement aller au-delà de 2 fois le SMIC à l'issue de sa carrière. Donc il y a un enjeu sociétal super important qui est d'arriver à soutenir cette progression de carrière, et ça passe par le fait de soutenir les prix chez les clients. L'un de nos combats permanents, c'est d'expliquer aux gens, quand les gens nous disent « mais enfin le bio est 20% plus cher que le conventionnel », on dit « mais ça n'est que 20% plus cher ». Je veux dire, il faut quand même se rendre compte qu'on substitue à du traitement des sols par des produits sanitaires de la main-d'œuvre pour tuer des herbes qui vont nous tuer les légumes, là où la plupart des agriculteurs conventionnels balancent des produits qu'on va retrouver dans le sol quelques centaines d'années après. Nous, soit on met des bâches, main-d'œuvre, parce qu'on les enlève après, soit on envoie des gens désherber. Donc ça a une valeur folle. Et en fait, on a énormément de mal à tenir ça dans le prix parce que les consommateurs, surtout en période d'inflation, disent « ah mais quand même, c'est cher ». Donc il y a vraiment un combat sur le prix qui joue dans l'espace de la solidarité, quoi. Marion, tu voulais réagir à ça ? Tout à fait, sur 3 points. Vas-y. Le premier, c'est qu'on parle de susciter des vocations, parce qu'il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les prochaines années, donc à un moment, il va bien falloir les remplacer. Et c'est très bien d'avoir des gens passionnés qui sont en reconversion professionnelle, etc. Mais il n'y en a vraiment pas encore assez. Donc si demain, on veut qu'il y ait un vrai renouvellement des générations et susciter des vocations, à un moment, ça ne peut pas être qu'un métier de passion, même si c'est important. Il faut aussi que les gens ce soit désirable et qu'ils puissent gagner leur vie. Parce que avoir un métier où on travaille 80 heures par semaine pour gagner même pas le SMIC, bah forcément, ça coupe un peu les jambes de pas mal de candidats. Et ça se comprend, avec en plus, si c'est dans l'élevage, les astreintes et tout ce que ça entraîne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis d'accord sur le financement d'une meilleure agriculture, notamment par le prix et par les consommateurs, même si ce n'est pas les seuls acteurs qui peuvent y contribuer. Ça va permettre aussi de financer la transition, parce que là, on l'a vu avec ce qui s'est passé en début d'année, les manifestations des agriculteurs, etc. Ils sont pris à la gorge.
ils n'ont déjà pas les moyens de vivre. Alors si en plus on leur demande de changer de modèle, parce que ça coûte cher de changer le modèle de sa ferme. Après, on peut être sur des modèles qui sont effectivement viables, etc. Mais à la base, ça demande quand même un investissement de départ dans une formation, dans des fois du changement de matériel, notamment si on est en grande culture. Et donc, il faut bien financer ça, financer le changement des pratiques. Et donc, cet argent, on le trouve comment? Donc, les consommateurs doivent contribuer en acceptant de mettre le vrai prix, le prix juste dans leur alimentation. L'État aussi, via des subventions, au niveau de l'Europe, la réorientation de la PAC. Et puis aussi le monde de l'entreprise, potentiellement de la tech, via des systèmes, je sais pas, on parle beaucoup du carbon farming. Enfin, il y a plein de modèles à imaginer, mais c'est très important d'y contribuer. Et, Emmanuel, toi, tu parles de symbiose, tu parles de coopération. Ton expérience sur la biodiversité, c'est aussi ça. Comment est-ce que tu portes le regard sur la réussite ou la possibilité de réussite de ces fermes? On parle du rôle du consommateur. Tu as aussi travaillé pour l'État pour faire des rapports sur ces questions-là. Et il y a aussi les coopératives au milieu. Comment on casse le triangle de l'inaction dans ce secteur finalement? Alors, je vais y revenir et effectivement, d'abord, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est qu'aujourd'hui, on a un modèle agricole. Il ne s'agit pas de pointer du doigt les agriculteurs, mais bien le système économique dans lequel ils sont piégés et enfermés depuis globalement l'après-guerre, où on était dans une logique de compétitivité, de productivité, de volume. Et là, pour reprendre un peu les termes d'Olivier Hamon, on est sur un modèle qui est aujourd'hui très performant. Ça, personne ne le met en question. Par contre, on est sur un modèle qui n'est pas robuste, encore une fois, selon le terme d'Olivier Hamon, j'irais moi prospère. C'est-à-dire que c'est un système qui ne nous permet pas aujourd'hui, en tant que société, de nous projeter dans l'avenir, parce qu'on voit qu'on bute sur un certain nombre d'impasses qui sont d'ailleurs économiques, écologiques, à différents niveaux, et sociales. Et la prospérité, c'est bien la capacité de se projeter finalement dans l'avenir. Là, ici, il y a des angles morts économiques. C'est que d'une part, on a un modèle agricole actuel qui a des coûts, mais qui sont des coûts externalisés sur l'ensemble de la société, des coûts de dépollution future, des coûts d'adaptation au changement climatique, etc. Et de l'autre côté, on a une agriculture, des pratiques qui vont au contraire cultiver et rendre des services écologiques dont je parlais tout à l'heure, de capture, de séquestration du sol, du CO2 dans le sol, d'amélioration de la qualité des eaux, de contribution à l'évapotranspiration et donc à la régulation du climat local. Tout ça sont des services qui ont de la valeur pour la collectivité, mais sur lesquels vous n'êtes pas rémunéré. Donc il y a un décalage. Et quand vous dites ce n'est que 20% plus cher, mais oui, mais si on vous rémunérait pour tous les autres services que vous rendez aux communs sociaux finalement, ça pourrait être beaucoup plus et même ce serait moins cher. Donc ça c'est le premier point. Et sur le triangle de l'inaction, deux remarques. D'abord, on est sur quelque chose, le concept de triangle de l'inaction, il est un peu réducteur quand même. Pourquoi réducteur? Parce qu'il n'y a pas de monolithe. Les consommateurs, ça n'existe pas. Il y a des pratiques, il y a des comportements de consommation qui sont extrêmement variables dans la société. Les chefs d'entreprise ou les agriculteurs, ça n'existe pas. Ce n'est pas des entités monolithiques non plus. Il y a énormément de profils, de personnalités, de manières d'exercer son métier et son activité. Et puis en plus, c'est pour eux, parce qu'on va être un jour agriculteur, mais à une autre heure de la même journée consommateur, et pourquoi pas électeur aussi, à un autre moment, ou élu. Donc c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Et comment on le casse, ce triangle, même si le concept, pour moi, il a plein de limites, c'est d'abord parce que nous sommes aujourd'hui dans une économie qui détruit du lien, qui invisibilise beaucoup de choses. Vous parliez des grands légumiers tout à l'heure, avec des chaînes aval, avec beaucoup d'intermédiaires. Oui, le consommateur, il achète une carotte en barquette, il ne sait pas d'où elle vient, il ne sait pas qui l'a produit, c'est très loin, c'est une entité virtuelle, et c'est comme ça qu'on a une espèce de déconnexion. À l'inverse, quand on est dans les circuits courts, là, il va y avoir un lien, là, il va y avoir une identification, et je pense que le meilleur moyen de casser ce triangle de l'inaction, c'est au contraire de miser sur des modèles économiques, des modèles de production, des modèles de distribution qui renforcent ces liens sociaux et ces liens entre ces différentes catégories. À partir du moment où on se connaît, on commence à agir un petit peu autrement quand même. Et je voudrais qu'on prenne quelques questions dans la salle. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser? Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'organisation qui peut faire passer le micro déjà, ou il n'y a plus personne? Est-ce qu'il y a une bonne âme qui veut bien faire passer le micro du coup? Ah, j'aime les bonnes âmes. C'est sympa. Voilà, merci. Alors, petite question pour nos intervenants. Ouais. Je voulais revenir en fait sur la question du prix, parce qu'on dit voilà, il faudrait trouver le bon prix. Le problème, c'est que dans l'agriculture, la récolte n'est pas la même chaque année, et donc
le chiffre d'affaires est fonction du volume qui est vendu également. Et donc, comment on fait pour qu'ils aient suffisamment de revenus, même quand les récoltes sont très mauvaises? Dans le maraîchage, la question fondamentale, c'est d'arriver à écouler ce qu'on produit. En fait, on est au point de confrontation entre un process poussé qui est celui des cultures. On fait le plan de culture, c'est la météo qui décide du reste. Nous, on a fait hier matin, on a eu 1,2 degré sur nos parcelles. Et hier et aujourd'hui, on plante 200 000 poireaux. Donc, on a des fraises, des melons, des aubergines, des tomates. Si on prend un coup de gel, on perd tout, quoi. Donc là, ça c'est le process poussé. Et le process tiré, c'est celui de la demande. Et donc, en fait, la question du prix est importante, mais on essaie de garder les prix stables toute l'année parce que c'est plus facile et plus compréhensible pour nos clients. La question fondamentale, c'est de tout écouler. Donc, heureusement, dans notre écosystème qui est celui de la production biologique, il y a beaucoup de clients qui prennent ce qu'on leur donne. C'est-à-dire à partir du moment où on assure d'avoir une gamme assez diversifiée, il y a notamment les AMAP, les Restos du Cœur, qui sont des canaux sur lesquels on peut c'est dans le modèle des AMAP, en fait, on peut livrer aux clients les légumes qu'on a cette semaine, et donc ça aide beaucoup à écouler la production. Après, sur les prix, vous avez tout à fait raison, nous on dit toujours qu'on fait un métier de centimier, et en fait on a du contrôle de gestion, où on analyse au centime près nos coûts, nos évolutions de coûts, et on tient nos prix en essayant chaque fois qu'on peut de discuter avec les clients des impacts des hausses, par exemple, quoi. Après, la variabilité de la production sur le maraîchage, c'est moins sensible parce que heureusement, sur une gamme pareille, on ne perd pas tout d'un coup, quoi. On va louper une culture, mais voilà, on ne loupera pas celle d'à côté. L'an dernier, on a perdu tous les melons, mais on a fait d'autres bonnes récoltes par ailleurs, quoi. On est moins exposé que quelqu'un qui est monoproduction, quoi, comme un viticulteur. Est-ce qu'on a une deuxième question ? Ma question, elle porte sur les agriculteurs, agricultrices qui sont en conventionnel aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas formulé complètement dans ma tête, mais à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de passer à un autre modèle ? Et comment... ma question, c'est comment est-ce qu'on les accompagne, quoi ? Comment est-ce qu'on produit ce déclic-là ? Parce que c'est tellement dur quand c'est ancré depuis des générations. Ouais, déjà, en les pointant pas du doigt, je pense, c'est pas facile de réconcilier. On l'a encore une fois vu avec les manifestations au début d'année. Moi, j'étais triste de voir qu'on opposait autant agriculture et écologie. Et dans les débats, parfois, on voit des accusations contre les agriculteurs, donc déjà de ne pas pointer du doigt, parce que ça fait, même par rapport au contexte politique actuel, il ne faut pas opposer, il faut essayer de réunir. Donc déjà, ça, je pense que c'est important. Ensuite, je pense qu'ils sont quand même nombreux à savoir que déjà, le système actuel ne fonctionne pas. Donc si ce n'est pas forcément la sensibilité écologique qui va les convaincre au début, l'enjeu économique, lui, ils savent calculer tout de suite, ils comprennent très bien que c'est déjà dans le mur. Et ensuite, il y a des gros enjeux de formation et des enjeux de voir sur le terrain que ça marche. Et je pense que quand ils voient un voisin qui passe au bio et qui peuvent un peu se moquer de lui au début en mode est-ce qu'il va se planter, est-ce que ça va marcher, etc. Puis que finalement, ils peuvent voir qu'il y a des voisins qui ont des meilleures pratiques, qui arrivent à en vivre, etc. C'est la preuve par l'exemple, finalement. Et c'est pour ça que nous, chez Ferme d'Avenir, on essaye de vraiment documenter au maximum avec des chiffres, avec vraiment quand on fait un portrait d'une ferme, on va rentrer sur la production, la productivité qu'il a, combien il travaille d'heures par semaine, combien il gagne, c'est quoi exactement ses pratiques, pour arriver avec des chiffres concrets et que ce soit les preuves et l'exemple qui les convainc. Oui, il y a aussi un autre sujet, un autre levier peut-être, c'est que dans les 10 ans, il y a la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite. On a à peu près 380 000 fermes en France, il y en a une sur deux qui va être à transmettre donc, dans les 10 ans. Ça fait à peu près 20 000 fermes par an qui sont à transmettre. Et ce dont on est convaincu, nous, chez Eloi, c'est qu'au moment de la transmission et de l'installation d'un nouvel agriculteur, les pratiques peuvent changer. Et la plupart de ces jeunes agriculteurs qui s'installent de manière très, très surreprésentée par rapport aux agriculteurs actuellement installés, ces jeunes agriculteurs-là, ils ont envie d'aller vers des pratiques plus vertueuses.
Donc si on leur permet de s'installer, on leur permet aussi de faire transitionner, basculer ce système dans les 10 prochaines années. À l'inverse, si on n'y arrive pas, on perd cette opportunité de transition, on va vers des fermes de plus en plus à l'agrandissement qui ancrent un système plus productiviste et qui du coup nous conduisent dans une impasse. Donc il y a aussi à la fois ce levier, cet enjeu et ce risque. On est trois à vouloir poser pour intervenir. Étienne, vas-y. Je voulais juste dire qu'on n'a pas abordé la question de la rentabilité. Et nous, on a une conviction, c'est qu'on est dans un domaine de temps long. La rentabilité, on peut l'exprimer en disant est-ce que l'EBITDA qu'on dégage va financer les investissements qu'on doit faire. Et en fait, les investissements qu'on doit faire, dans la plupart des fermes, ils sont assez importants. On parle toujours du foncier. Ce n'est pas du tout le foncier l'essentiel de l'investissement, c'est les machines, les serres et les réseaux. Et donc, cette question basique, qui n'est pas une question de dividende, qui est une question de cash flow et d'autofinancement des investissements ou de remboursement des emprunts qu'on a pris. Moi, je suis convaincu que dans les 5 premières années, pour une entreprise agricole qui démarre, c'est impossible. En revanche, au-delà, ça devient tout à fait jouable. Nous, on est dans notre 7e saison, là, parce qu'en fait, la plupart de nos investissements, heureusement, ont des durées de vie qui sont très supérieures à leur durée d'amortissement. Donc, on arrive normalement à tenir longtemps nos tracteurs, nos machines, nos outils, nos réseaux, etc. Donc, nous, tous les gens qui me connaissent savent que je suis optimiste de tempérament, mais je vois assez clairement dans nos business plans que les années 7, 8, 10, 15 seront beaucoup plus simples que n'ont été les premières. Et je pense que ça, c'est un obstacle très conséquent pour les gens qui sont dans l'agriculture conventionnelle qui doivent changer parce que eux aussi, ils ont des changements de modèle avec des besoins en fonds de roulement très importants. Et la question de comment on les accompagne sur le plan financier autrement qu'avec des crédits moyen terme ou court terme, c'est une question assez importante. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais... Ok. Tu voulais réagir aussi? Oui, en 2 mots aussi quand même. Il y a une question économique assez large, assez globale et pour le coup vraiment de modèle économique. Alors il y aurait plein de choses à dire, mais on est dans un modèle hyper compétitif qui incite à cacher des coûts finalement, à masquer des coûts, à ne pas valoriser ses externalités, d'ailleurs ni positives ni négatives. Mais finalement c'est une sorte de fraude et de duperie. Imaginez un chef d'entreprise qui n'amortirait pas le capital productif qu'il a, ses machines, ses bâtiments, etc., et qui n'en assurerait pas la maintenance par rapport à ses actionnaires, il tricherait quelque part sur la création de valeur. C'est exactement ce qu'on fait collectivement avec l'agriculture aujourd'hui, avec le modèle agricole que nous avons, c'est-à-dire que nous ne tenons pas compte de la dépréciation du capital écologique, de la pollution des nappes profondes d'eau, de la dégradation du sol, etc. Et donc c'est une sorte d'économie qui triche finalement sur la création de valeur. Merci, merci pour vos questions. Je vous propose de passer au point suivant. On reste avec vous, mais il y a un des points qu'on n'a pas abordé dans le donut qui est important. C'est est-ce qu'on va justement réussir à nourrir tout le monde? Et qu'en est-il de la productivité de cette agriculture qui tient compte des limites planétaires? Voilà. Est-ce qu'on entend souvent dire on n'arrivera jamais à nourrir tout le monde avec cette agriculture-là. Quelle est votre expérience et votre analyse sur cette question? Qui veut démarrer? Étienne. Pour ce qui nous concerne, nous, en fait, c'est très dépendant du climat. C'est-à-dire en France, pour moi, il n'y a aucun débat. On est sous un climat béni des dieux. Je veux dire, nous, on produit à peu près 300 tonnes de légumes par an sur 15 hectares. On nourrit à peu près 1000 familles. Et on avait fait le calcul. On a en fait tout l'espace cultivable nécessaire pour reproduire le modèle. La principale question, c'est de savoir s'il y aura les agriculteurs. C'est pas tellement... On avait même fait l'année dernière avec une stagiaire qui travaillait à la région Île-de-France sur cette question-là, l'analyse de est-ce qu'on pourrait le faire en milieu périurbain parisien, enfin francilien. Et en fait, on peut. En fait, c'est-à-dire ce qui limite en fait le déploiement des systèmes agricoles en zone d'un terrain périurbain, c'est la pression immobilière, quoi. C'est que le terrain vaut beaucoup plus cher, évidemment, si on construit dessus que si on cultive dessus. Donc, je ne répondrai pas pour des territoires plus éloignés ou des territoires soit plus chauds, soit plus froids, parce que c'est sans doute un peu différent. Mais en tout cas, chez nous et sur la partie maraîchère, il n'y a pas de débat, quoi. C'est reproductible. Marion, pour toi? Ouais, nous, les agronomes de notre équipe, ils nous disent que c'est des rendements qui vont être 10 à 20%. Mais
c'est difficile de faire une généralité parce qu'en fonction de la production, en fonction du contexte pédoclimatique, de la saison, c'est très difficile de faire des extrapolations. Mais la baisse des rendements, c'est pas toujours vrai, même par exemple en maraîchage. Il y a des modèles qu'on appelle désormais bio-intensifs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jean-Martin Fortier, qui est un maraîcher star au Québec, qui a réimporté là-bas des méthodes de maraîchage qui étaient autour de la ceinture maraîchère de Paris au 19e siècle et qu'il a utilisé sur sa ferme depuis une vingtaine d'années et qui ont des productivités records et avec des méthodes maraîchères qui sont très très donc intensives, d'où le nom de cette méthode. Et ce qu'on remarque, c'est que quand justement on fait un peu moins de mécanisation dans le maraîchage, ça permet aussi de gagner de la surface et de faire des modèles qui sont tout aussi performants. Donc ça rejoint un peu ce que disait Étienne. Et moi, j'aurais aussi envie de le mettre en relation avec la qualité de ce qu'on produit, puisque effectivement, il faut nourrir les milliards de personnes et les millions de Français. Mais il faut aussi se poser la question de la qualité nutritionnelle de ce qu'on produit. Si c'est pour produire des tonnes de tomates qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas de qualité nutritionnelle, voilà, je ne suis pas sûre que ce soit important. Et par rapport même à comment les consommateurs ou les mangeurs peuvent contribuer, c'est aussi se poser la question de comment on mange et de notre assiette, tout simplement. Donc passer plus vers de la végétalisation, manger moins de viande, réduire le gaspillage alimentaire, c'est aussi ce qui va permettre de rééquilibrer les modèles en termes de production et de consommation. Quelques chiffres pour alimenter ce que tu dis. Faut savoir que... Une calorie, par exemple, il faut 3 calories de poulet. 3 calories végétales pour produire une calorie de poulet. Ouais. C'est 5 pour le porc et c'est 9 pour le bœuf. Ouais. Donc c'est énorme. Et on parle de calories cultivées, c'est-à-dire qu'on parle d'élevage entre guillemets intensif, conventionnel. Exactement. Où la totalité de l'aliment est apportée par de la culture. Et une des conséquences de ce que tu dis, c'est qu'en France, il y a à peu près la moitié des céréales produites qui sont consommées par les élevages. Exactement, mais ce qui n'est pas évident non plus, c'est que c'est toujours en nuance l'agriculture, parce qu'il y a élevage et élevage. C'est-à-dire que là, on parle bien de modèles extensifs ou d'animaux nourris au grain, mais il ne faut pas complètement jeter l'opprobre sur l'élevage non plus. Il y a aussi des élevages qui sont régénératifs, qui peuvent permettre de faire revenir la biodiversité, de stocker du carbone. Donc il faut manger moins de viande et en manger de meilleure qualité. C'est ça, pour faire basculer finalement ces cultures destinées aux animaux vers des cultures pour l'homme. Et ça nous laisse en fait largement la place d'avoir 10 à 20% de productivité en moins, puisqu'on va récupérer de la calorie végétale qui coûte moins cher à produire, entre guillemets, voilà, et on va mieux manger de la viande. C'est vrai qu'arrêter de manger de la viande complètement, ça peut avoir un impact parce que ça réduit globalement dans la population, mais il faut aussi des gens qui achètent la viande bien produite ou le lait bien produit à l'herbe, parce qu'on ne peut pas faire des cultures partout. Il y a aussi des pâturages qui sont des sources de biodiversité absolument fantastiques et qu'il faut pouvoir préserver. Ces élevages extensifs que tu évoquais tout à l'heure. Des élevages à l'herbe, des élevages en pâturage tournant. En fait, il y a aussi l'élevage à sa place dans le modèle agricole aussi, de par la fertilité qu'il apporte dans les grandes cultures, dans les prairies. On a besoin de l'élevage pour ramener de la matière organique et pour apporter de la fertilité si on veut se passer des engrais de synthèse. Donc c'est très important de ne pas demain imaginer qu'on pourra se passer totalement de l'élevage. Et je pensais aussi au gaspillage alimentaire, parce qu'on jette un peu l'opprobre sur le bio, c'est moins productif, etc. Mais aujourd'hui, il y a un tiers de ce qu'on produit qui finit à la poubelle, entre le champ sur des filières où il faut que ce soit bien calibré, etc., jusqu'à le transport, la conservation et puis les ménages qui représentent à peu près 14%. Mais c'est énorme. Et ça, ça pose je ne vais pas dire que ça pose de problème à personne, mais c'est un impensé en fait quand on parle de la productivité du bio ou des modèles agroécologiques. Et donc si on accepte aussi de s'attaquer à ce problème-là et de réduire ce gaspillage alimentaire, ça permettra aussi de retrouver, de redonner une destination à cette nourriture-là et d'équilibrer les modèles. Emmanuel, là-dessus, productivité. Alors, rapidement, sur l'élevage, il y a aussi un angle mort dont on n'a pas du tout parlé, c'est qu'on a eu la merveilleuse idée il y a quelques années maintenant, il y a assez longtemps,
de donner des farines de poisson à des poulets, à des porcs, et que ça contribue énormément au pillage des océans. Là, on est quand même sur quelque chose qui est complètement artificiel, dénaturé dans les chaînes alimentaires et qui a un effet absolument dévastateur. L'essentiel de la surpêche aujourd'hui, et d'une bonne partie de la pêche illégale d'ailleurs, hein, vient de la pêche minotière, comme on dit, donc pour faire des farines de poisson. Un autre point, quand on parle de productivité, de quoi on parle? De la productivité à l'hectare, de celle du sol, de la productivité du travail ou de la productivité du capital investi, quelque part du rendement du capital investi. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un angle d'attaque qui est plutôt la productivité des capitaux investis. Il serait peut-être intéressant de raisonner sur comment on peut rééquilibrer sur la productivité du travail, accepter parfois d'avoir des productivités un petit peu différentes à l'hectare, mais aujourd'hui on a un effet masquant en fait, c'est que je l'évoquais tout à l'heure, on a une dégradation des services écologiques, on a un appauvrissement du sol, on vient compenser ça par de la mécanisation, par de l'irrigation, par des intrants. Ça a un effet masquant sur le baisse de rendement lié à l'appauvrissement des sols, mais on arrive à une asymptote aussi. Et de même, pour faire le parallèle avec la pêche aussi, on n'a pas vu la baisse des prises de pêche pour l'instant, il y a toujours des poissons sur les marchés, etc., parce qu'on a drastiquement augmenté la performance des navires de pêche, on a des véritables usines de guerre aujourd'hui qui vont aller chercher du poisson dans des grandes profondeurs. Ça a un effet masquant sur l'appauvrissement des stocks halieutiques. La même chose existe pour les sols aussi. Une mesure simple, et ça fait des années qu'on en parle, des années qu'on se dit il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose quand même, on n'est pas entendu là-dessus, c'est de dire mais finalement aujourd'hui on subventionne quelque part où on a un coût très bas, trop bas, sur quelque chose qui est destructeur, c'est l'énergie. L'énergie ne coûte pas assez cher. Par contre, la main-d'œuvre, elle coûte cher et elle est très largement fiscalisée. Mais si on arrivait à baisser drastiquement les charges sur le travail, on pourrait payer mieux les agriculteurs et les salariés des exploitations. Et si on augmentait drastiquement pour compenser le coût de l'énergie, on aurait une énorme incitation à remplacer cette fois-ci les tracteurs, les grosses machines hyperpuissantes, etc., par des gens qui vont travailler sur des petites exploitations avec des fortes intensités en travail, mais des plus faibles intensités capitalistiques. Voilà qui nous apporte un panel de solutions. Alors, on a la chance et l'honneur d'être suivi, scripté par Morgan. Comment ça va? T'es prêt ou pas? Est-ce que t'es prêt ou pas du tout? Ou un petit peu? On en est au moment où tu es censé être prêt. Tu me prends un peu. Ouais, je sais. Alors, est-ce que c'est possible de zoomer sur où est-ce qu'il faut qu'on mette les panneaux pour qu'on puisse je sais pas si les voir à l'écran? On peut les voir à l'écran. Je sais pas comment. Vous voulez qu'on les déplace ou pas? Je ne sais pas si on peut communiquer avec la régie. Là, on est un petit peu en freestyle. Hein. Peut-être, à mon avis, il faut que tu viennes le. Je sais pas s'il y a du monde en régie d'ailleurs. Si tu poses ça au milieu. Le mec un peu. Je le sens bien là, voilà, là sur la table. Bon, par contre, j'ai pas la couleur encore. Hein. Voilà. Je suis en noir et blanc. Ouais, bon, si tu tiens pas la marée, ça va pas le faire. Faut prévenir. Hein. Là, tu me prends vraiment. Là, je suis pas prêt du tout. Je vais juste vous dire ce que je ressens quand même un petit peu. J'ai trouvé que c'était super. Comment dire, fort, intéressant. Ouais. En fait, ça intéresse tout le monde, je crois. Quand on parle d'agriculture, on parle de bouffe, on parle de tout ça. Je suis assez admiratif en fait des gens qui sont là, des gens que je découvre, des gens que j'ai déjà eu l'occasion de croquer, comme Emmanuel. Je découvre Maxime en intervieweur. Et il pose des bonnes questions. D'ailleurs, il dit « J'assure grave avec mes questions. Quand je suis à sec, je demande au public. » C'est pas mal, ça. Et quand on ne sait plus quoi poser comme question, il dit « Tiens, peut-être que le public a une question à poser. » Voilà, donc pour ceux qui sont en train de se regarder à l'écran, là, qui se sont dit « Merde, comment il m'a dessiné ?» C'est Jean-Michel à peu près. Hein, c'est à peu près vous, quoi. Faut le faire aussi assez rapidement, c'est pas évident. D'ailleurs, je peux tomber la couleur. Alors, j'ai pas compris, Ingrid... on ne peut plus manger de bananes aux Antilles, on va prendre des pommes, c'est ça? J'ai bien compris ou pas? Ils se vendent des pommes? Ouais. Ah ouais. Et nous, on achète des bananes aux Antilles? C'est ça qu'on fait, d'accord. Donc on marche quand même un peu sur la tête, quoi. Par contre, le donut, t'as pas été hyper clair là-dessus. Hein moi, je décide un donut, vous n'avez pas fait trop référence au donut, ou c'est moi qui ai mal compris? Si? T'as mal compris, oui, visiblement, ouais. Mais c'était peut-être un peu rapide pour toi. Ouais, d'accord, ça va trop vite pour moi, d'accord. Tout le monde a compris ici? C'est moi qui suis con, quoi.
Ok, il n'y a que moi qui écoute, mais moi je ne comprends pas. Enfin, je sais ce que c'est que le donut, mais je n'ai pas trouvé que vous avez fait le lien assez clair. C'était pour les gens qui n'avaient pas compris, mais s'il n'y a que moi, c'est pas grave du tout. Voilà, autrement, je n'ai pas trop de conneries à mettre parce que c'était vraiment intéressant. J'ai plus de conneries parfois ce matin, mais... Tu prépares des conneries pour la fin alors. Ouais, non. On te rappelle il faut que tout je à dise des l'heure. conneries. Ouais, c'est Je préférable. peux en dire, mais là, j'ai vraiment été allé dans une écoute active, donc bravo à vous. On peut applaudir, Je vais Morgan. continuer, Merci. ouais. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à applaudir, mais... Ok, on va aller... Juste pour savoir, en termes de timing par rapport à mes planches, là, parce que j'en peux Ouais. Alors, il est 16h20, tu vois, et encore on doit finir à 17h. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Donc, il nous reste 2 sujets à traiter et il nous reste 40 minutes. On est vraiment extrêmement dans les temps. Bravo aux intervenants. On peut les applaudir. Alors, on va faire monter Raphaël et on va faire descendre tout le monde. Voilà. Non, tu restes, Étienne, tu restes. On veut toujours un agriculteur sur scène parce que pour... voilà. Alors, Raphaël, est-ce qu'il est là? Il est là. Il n'est pas là? C'est pas lui? Il est là. Bonjour, Raphaël. On peut l'applaudir aussi. Raphaël Petit. Il est, c'est son nom, hein, Raphaël Petit. Oui, tout à fait. Pour moi, voilà, directeur juridique et affaires publiques. C'est chez C'est qui le patron, ouais. Voilà, tout le monde connaît. Qui ne connaît pas? C'est qui le patron? Voilà, je crois que maintenant tout le monde connaît, puisqu'en fait, vous êtes devenu la première marque en termes de briques de lait. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié la brique de lait. Alors, je vais la chercher. Bah voilà, la brique de lait. Merci. Prends ton temps, hein, on a le temps. Non, mais en plus, on est pile dans les temps, donc je me disais, c'est un peu en retard. Ah, elle n'est pas bio. Ok, voilà, elle n'est pas bio. Et on existe une bio. Oui, on va venir dessus. On va venir là-dessus. Je te laisse te présenter, Raphaël. Oui, merci Maxime. Bonjour à tous. Oui, je mets la brique parce que C'est qui le patron, c'est avant tout l'histoire d'une brique de lait au départ, qui a été créée par les consommateurs en 2016. On se rend compte qu'on est en pleine crise laitière. Ça part d'une coopérative dans la Bresse, dans l'Ain, avec plusieurs dizaines de producteurs qui sont à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Ils vendent leur lait en Italie, il me semble, à perte. Donc ils se réveillent le matin en sachant qu'ils vont travailler toute la journée et perdre l'équivalent de 100 € par jour. Donc c'est des drames économiques, humains, dont nous, consommateurs, on n'a pas forcément conscience quand on achète notre brique de lait classiquement dans un supermarché, quoi. Et cette réalité-là, Nicolas Chaban, le cofondateur de Ce qui le patron, il la prend en pleine face. Il se dit, nous, consommateurs, on est témoins bien malgré nous et surtout complices d'un système qui appauvrit l'agriculture et les agriculteurs, quoi. Et on ne voit pas beaucoup de solutions dans cette chaîne interminable alimentaire qui part de l'agriculteur et qui va jusqu'au magasin. En tant que consommateur, on se sent un peu démuni, on n'a pas les leviers d'action, quoi. Et donc on s'est dit, en tant que consommateur, un petit groupe, créons notre propre marque, notre propre produit, quoi. Là au moins on sera sûr qu'on aura les tenants, les aboutissants, les leviers et le prix de la brique qu'on achète. Et donc comment on a fait? On a mis en place un questionnaire à choix multiples sur Internet, quelque chose de volontairement très très simple qui consiste à demander à n'importe quel internaute qui se connecte sur le site quelle brique de lait on crée en fait. Ça va partir naturellement de la question de la rémunération et ça va aller sur la durée du pâturage des vaches, ce qu'on met dans les rations. Est-ce que dans les rations on met des OGM par exemple? Est-ce qu'on fait une brique ou une bouteille? Et en fait, en fonction de chacun de nos choix, on va avoir les implications financières pour nous, pour notre portefeuille, des choix qu'on fait sur le prix du produit final. Il en ressort un prix voté conseillé. Naturellement, les magasins dans la grande distribution, ils sont libres de pratiquer les prix qu'ils souhaitent, mais il y a cette petit indicateur qui leur dit, à ce prix-là, tout le monde gagne sa vie, et surtout l'agriculteur. On a fait les travails sur d'autres produits laitiers, comme vous pouvez le voir. Et en fait, c'est fou de se dire, enfin, moi, c'est le sentiment qui m'a habité quand j'ai vu ça la première fois, que si on prend la consommation moyenne d'un Français de lait, et qu'on multiplie ça par le prix auquel on achète le lait, et entre un lait peu rémunérateur pour le producteur et un lait qui l'est et qui change les vies, côté producteur, et ben en fait les sommes peuvent paraître assez faibles. Alors on le dira toujours jamais assez, pardon. Il y a plein de ménages en France malheureusement qui ne peuvent pas se permettre ce genre de passage à l'acte d'un point de vue financier, mais pour le lait c'est donc 5 € par an, par Français en plus, pour s'assurer que les producteurs vivent dignement de leur métier. C'est 2,90 € pour le beurre, 2,24 € pour les yaourts.
En fait, c'est pour ça je voulais vous le montrer pour vous rendre compte, et puis qu'on se rende compte aussi collectivement que sur une filière comme le lait, les ordres de grandeur sont quand même assez impressionnants, quoi. Ça se joue à pas grand-chose, et en fait, on constate quand même que dans les magasins, toujours la même logique implacable qui se passe, c'est que on va chercher le prix le plus bas pour satisfaire un supposé consommateur qui va regarder que l'étiquette, et c'est cette logique-là qui s'est appliquée jusqu'à maintenant. Et donc, nous, à notre échelle de consommateurs, donc on est une coopérative de consommateurs, ça fonctionne comme ça, on prend toutes les décisions ensemble, et on essaye de montrer, et on y arrive à notre mesure, de montrer qu'on n'est pas que des consommateurs qui poussent le caddie, quoi, au sens négatif du terme, et qu'en fait, quand on voit ce message, ça nous décide de soutenir ces agriculteurs. Et juste, pas du tout par souci de nous faire mousser, mais juste pour montrer que c'est quelque chose qui existe, c'est une réalité qui existe et aussi qui fonctionne. Cette brique de lait, c'est la plus vendue de son rayon en France, dans le rayon de la brique de lait. C'est ce que je disais. Vous êtes premier sur les briques de lait, sur le beurre aussi, je crois, désormais. Sur le beurre bio. Sur le beurre bio. Ouais. C'est combien de millions de briques? 200? Alors j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, mais j'ai lu 400 millions de produits vendus. Je crois qu'en lait, c'était 250 millions. C'est ça. Et vous avez 12 000 producteurs maintenant. Alors, on a 3 000 producteurs qui travaillent avec C'est qui le patron. Ouais. 300 producteurs pour le lait, et on est 12 000 consommateurs, sociétaires, 12 000 sociétaires consommateurs. Dans la coopérative. Voilà. Okay. Pour l'instant, c'est 300 producteurs de lait. Et vous êtes première marque. Donc, c'est-à-dire que la première marque, c'est 300 producteurs. Tout à fait. J'ai une question pour toi qu'on n'avait pas forcément préparée. Mais ça rejoint la question du bio. On parlait du donut. On va réexpliquer à Morgan et puis on va refaire le lien parce que c'est important. Est-ce que finalement, là, tu réponds à un enjeu qui est la rémunération de l'agriculteur, qui est absolument fondamental. Hein. On sait que c'est la profession où il y a le plus de suicides, malheureusement, en France, mais aussi dans le monde. Que le modèle soit productiviste ou moins productiviste, l'agriculteur est en souffrance partout. Et là, vous répondez à un enjeu et vous dites, finalement, ça ne coûte pas si cher aux consommateurs, ce n'est pas si compliqué que ça de résoudre cette équation, la responsabilité est un peu du côté du consommateur. Comment tu fais pour intégrer dans votre démarche, et est-ce que ça c'est le cas, la question des limites planétaires, et est-ce que finalement, et je n'y vois pas de provocation, mais est-ce que tu n'as pas déporté le consommateur, vous n'avez pas été une démarque qui a déporté le consommateur du bio vers un autre effet feel-good qui est aussi important mais différemment, sans tout conjuguer? Et comment vous appréhendez ce truc-là maintenant? C'est une excellente question. Nous, sur ce sujet-là, Marion l'a évoqué très bien à l'instant, comment est-ce qu'on fait en sorte que des producteurs qui sont dans le conventionnel aient des pratiques plus vertueuses, voire même basculent sur l'agriculture biologique? Nous, c'est très simple en fait. On part d'une réalité qui est dramatique, c'est qu'il y a bon nombre d'agriculteurs qui ne sont même pas en situation de se poser cette question. C'est-à-dire que nous, on part de beaucoup plus loin dans la réflexion. Alors là, je parle essentiellement des éleveurs, mais je pense aussi dans d'autres filières, mais ils sont dans une situation où ils se demandent comment ils vont payer la prochaine échéance du crédit, comment ils vont nourrir leur famille. Donc en fait, c'est assez facile à comprendre que c'est difficile d'envisager des meilleures pratiques sur sa ferme quand on ne sait pas comment on va joindre les deux bouts. Donc nous, on est persuadé que ces limites planétaires doivent être prises en compte par l'agriculture, mais on vient répondre au premier des besoins, c'est de se dire les agriculteurs doivent déjà avoir des perspectives. Et pour avoir des perspectives et investir sur leur exploitation, il faut qu'ils aient un revenu digne, suffisant, et qu'ils aient de la visibilité pour pouvoir faire ces actions-là. C'est-à-dire que nous vraiment, sans juste rémunération, il n'y a plus d'agriculteurs en fait, pour mener des politiques comme ceci sur leur exploitation. Donc c'est vraiment la première chose qu'on dit. Et après, on s'est intéressé aussi aux produits bio. Et pareil, malheureusement, le sujet de la rémunération revient sur les produits bio récemment. Avant, c'était un peu un gage de rémunération. En tout cas, là, je parle encore une fois du lait, mais maintenant, c'est dramatique parce qu'on voit que la rémunération des éleveurs en conventionnel sur la brique C'est qui le patron se rapproche dangereusement de la rémunération moyenne des éleveurs en bio sur le marché, quoi. Et on voit que ce n'est pas forcément les mêmes contraintes. Il y a plus de charges sur un élevage en bio, plus d'investissements à faire, quoi. Donc ça, c'est la première chose qu'on répond, c'est payons bien les agriculteurs pour qu'ils aient les moyens et aussi qu'ils dorment mieux et puis qu'ils puissent se dire si je passais sur des pratiques meilleures pour la planète, quoi.
Est-ce que sur C'est qui le patron, vous en êtes à 300 donc, producteurs, tu sens que vous avez la place d'embarquer plus de producteurs? Est-ce que cette mouvance qu'a lancée C'est qui le patron depuis 2016, le retournement récent sur les questions de pouvoir d'achat, vous le sentez aussi? Est-ce que ce modèle, il est généralisable finalement? Oui, alors nous, on est persuadés. Il y a eu un moment un peu charnière pour l'initiative C'est qui le patron. Tu l'as bien dit, au départ, c'est un peu l'idée, nous, consommateurs, on peut faire ce petit effort. Si on nous donne les tenants et les aboutissants d'un produit, on va aller se diriger vers ce produit. Et en fait, 2022, fin 2021, ça a été le moment de l'inflation galopante sur tous les produits. Et nous, on s'est retrouvés à rediscuter avec les producteurs, avec les fabricants, avec des coûts qui explosaient de partout. Et donc on a eu ce moment où on s'est dit peut-être que les gens vont plus suivre la démarche comme ils le faisaient. Et en fait, contre toute attente, d'un point de vue en tout cas classique, la brique de lait s'est jamais aussi bien vendue à ce moment-là, en fait, parce que tout le monde se tirait la bourre en se disant, entre distributeurs, fabricants, non mais tout le monde se fait de l'argent sur le dos de l'autre. Enfin, c'était la foire d'empoigne un peu, ça l'est malheureusement toujours un peu. Et en fait, nous on est arrivé avec un message très simple, on a dit la brique augmente de tant de centimes, X centimes va vers l'éleveur, X vers l'usine, quoi. Et il n'y a pas de débat. Et ça, je pense que ça a été, c'est notre interprétation, ça a été le moment un peu clé où tout le monde a compris que là-dedans, la répartition de la valeur était équitable, quoi. Tu penses qu'il y a un problème structurel dans le monde des coopératives en France? On parle souvent de ces grandes coopératives donc qui collectent le lait finalement, qui le transforment éventuellement ou qui le mettent en briques et qui ensuite le distribuent. Il y a une part de la valeur qui est captée. On les montre souvent du doigt comme le fautif, sachant qu'à la base, c'est des associations de producteurs. Voilà. Qu'est-ce qui déconne là-dedans? C'est quoi le sujet? Oui, alors, le monde des coopératives, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter maintenant. Moi, je vais parler de ce qu'on connaît. Nous, on travaille avec des coopératives essentiellement de producteurs. Dans la filière laitière, c'est un moyen quand même considérable pour les éleveurs de défendre leur position vis-à-vis de leurs acheteurs. C'est-à-dire qu'avant toute chose, la coopérative, c'est un moyen de peser dans le rapport de force. Et on le voit, il y a des exemples récents qui sont parus dans la presse, avec l'organisation Sunlay, donc de producteurs, qui a poursuivi en justice une grande marque de produits laitiers. Ça, c'est impossible pour un producteur tout seul de mener une telle action. Enfin, je veux dire, il est écrasé par ça. Donc ça, c'est la bonne chose des coopératives. Puis après, il y a des coopératives qui sont très anciennes, très grandes, comme tu as pu le décrire, qui là, effectivement, ont un peu perdu le fil de temps en temps de leur objectif premier, c'est-à-dire mieux payer les producteurs, les renforcer. Et ça, je pense que c'est dû aussi à pas tant la coopérative en elle-même que toute la filière dirigée vers la grande distribution qui en fait comprime les marges de tout le monde, compresse les prix et en fait dévalorise l'alimentation en soi, quoi. Ça, c'est un vrai gros sujet. Et nous, d'ailleurs, c'est pas pour jeter la pierre sur tel ou tel acteur, parce qu'en fait, nous, on montre aussi que c'est pas qu'une affaire de consommateurs et de producteurs, c'est qui patron, c'est aussi des magasins de la grande distribution et des fabricants qui jouent le jeu et qui acceptent d'être dans cette logique-là de valorisation de l'alimentation, quoi. Donc on a tous intérêt collectivement à le faire. C'est vrai que la filière, je pense que c'est la filière de distribution et de fabrication qui crée ces effets néfastes pour l'agriculture, quoi. Le rôle de l'État là-dedans, on devait avoir une députée avec nous, mais voilà, les événements récents font qu'elle n'est pas là. Elle a amené cette proposition de prix plancher pour les agriculteurs. Je ne sais pas du coup ce que ça va devenir, mais qu'est-ce que tu en pensais toi de cette approche-là? Est-ce que c'est une sorte d'accaparement par l'État de la méthode C'est qui le patron qui inspire une loi pour dire c'est possible partout et il faut que l'État le régule et l'impose? Est-ce que pour toi ça fonctionne ça? Que l'État prenne en main le truc? C'est marrant parce qu'on en avait discuté avec Marie Pochon, nous C'est qui le patron, quand elle l'a porté devant l'Assemblée nationale. Elle nous demandait notre avis. Et nous, ce qu'on lui a dit, c'est qu'effectivement, ce qui est important, et nous, c'est là-dessus que j'insisterai, nous, consommateurs, ce qu'on fait à travers notre démarche, c'est renforcer la position du producteur dans la chaîne de valeur, en fait. Parce que sinon, il est soumis dans ces filières-là, en tout cas, il est soumis au rapport de force qui s'impose à lui, quoi. Un éleveur laitier, tous les 2 jours, il faut qu'il se fasse collecter son lait. Donc le jour où il a un problème avec la laiterie qu'il le collecte, c'est plus compliqué de lui dire que ça ne va pas et qu'il veut des meilleures conditions de rémunération. Et donc ça, nous, ce qu'on pense, c'est que tout ce qui va renforcer le pouvoir des producteurs dans ce fameux rapport de force, parce que
les lois EGalim qui sont passées les dernières années sont pleines de bonnes intentions et ont des bons principes en soi, qui sont notamment certains principes qu'on applique chez Équipe Patron. On trouve qu'ils sont un peu aveugles à la notion de rapport de force et de pouvoir. Et nous, en tant que consommateurs, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dire, non, nous, la chose la plus importante pour nous, c'est la rémunération des agriculteurs, en fait. Débrouillez-vous avec ça. Nous, c'est ce produit-là qu'on souhaite, c'est un produit rémunérateur. Et donc, je pense que ça va dans le bon sens de ce point de vue-là, c'est-à-dire que le prix plancher, alors encore une fois, il faut parler filière par filière. Je sais que c'est un sujet beaucoup plus débattu, par exemple, dans la filière fruits et légumes, où on en parlait des variations de prix beaucoup plus importantes liées à la météo, à la saisonnalité. Pour le lait, le prix plancher peut être une solution, en effet, pour défendre un minimum. Le tout, c'est de s'assurer que ça ne devient pas un nivellement par le bas, et ça, on fera tout pour que ça ne le devienne pas, mais c'est un outil parmi d'autres de renforcement de la position du producteur pour nous. Oui. Étienne, est-ce que tu as une question pour Raphaël? Non, je suis admiratif. J'écoute, ce que je comprends, c'est qu'en fait, je pense que dans le modèle de C'est qui le patron, c'est le fait que l'initiative vienne du consommateur qui est absolument déterminante, parce qu'on a, même si ce n'est pas comparable, on a une forme de circuit court quand on a une association de 12 000 consommateurs qui s'approprie la chaîne de valeur en disant mon point clé, c'est que les producteurs soient rémunérés. Ça structure toute la distribution. Et le problème auquel on est confronté dans les légumes bio, enfin les fruits et légumes bio, c'est bien j'allais dire la goinfrerie, le terme est peut-être excessif, mais la gourmandise des intermédiaires de la distribution. Pourquoi est-ce que le bio a pris tellement cher en 2021-2022 ? C'est parce que nos fameux 20% d'écart à la production sont devenus 100% sur certains produits transformés, c'est-à-dire où les produits bio sortaient au double du prix du produit conventionnel. Et donc, à un moment, effectivement, les consommateurs se retournent en disant non, c'est vraiment trop cher. Et du coup, ça dégrade l'image, ça dégrade le label. Et donc, il y a... Toi, concrètement, tu bosses avec une COP ou pas du tout? Alors, quel rôle? C'est une deuxième question, c'est quel est le rôle de la coopérative? Je suis assez d'accord en disant, en fait, c'est que ça peut être compliqué pour une coopérative si elle est trop installée, parce qu'à un moment, elle perd de vue qu'elle représente des producteurs, quoi. Donc nous, on bosse avec 2 COP différentes. On attend d'eux qui nous représentent et qui nous représentent notamment en termes de défense des prix. Et une bonne partie du travail de la coopérative, c'est quand même d'adresser les marchés que les producteurs ne peuvent pas adresser seuls. Donc, surtout en ces temps de loi EGalim, il y a des marchés considérables sur la restauration collective, beaucoup de municipalités, beaucoup de départements. Enfin, il y en a notamment en Île-de-France énormément. Et c'est tout un contexte réglementaire qui demande d'avoir des commerciaux et des gens qui sont prêts pour faire ça. Donc la COP en particulier, la première avec qui on travaillait, qui est la COP Bio Île-de-France, est très investie là-dessus. Elle est assez performante là-dessus parce qu'il y a une vraie volonté de l'État et des pouvoirs publics de pousser la filière bio, notamment en fruits et légumes, dans le cadre de la loi EGalim. Mais à contrario, la COP a longtemps été un opérateur intermédiaire vis-à-vis des magasins. Mais ça, c'est pas performant du tout, quoi. Parce qu'en fait, les agriculteurs vendent leurs légumes à une coopérative qui elle-même les stocke dans son entrepôt, puis elle les vend à un magasin qui lui-même les revend aux clients. Et à l'arrivée, le produit il est plus cher et moins frais, quoi. Ça te coûtait quelle marge, ça? En fait, le standard, c'est à 25% de la valeur qui part à chaque étape. Alors, plus ou moins, parce qu'il y a des variations. C'est pas du dividende, hein. Il y a des coûts logistiques, il y a des coûts de stockage, il y a des coûts d'intermédiation, il y a des administratrices des ventes et du contrôle qualité. Tout un bazar structurel lié à l'intermédiation. Et en fait, c'est mécanique. Si on en met 2 étages, ça coûte 2 fois le prix, quoi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, je n'ai plus de questions, effectivement. On peut rallumer. Merci. Ah, t'as un micro. Bon, c'est bon. Bonjour. À votre avis, quel est les moyens qu'on a pour transformer cette distribution, du coup, puisqu'apparemment ça a l'air d'être un peu la clé du problème de la rémunération des producteurs et probablement aussi la clé derrière de la transformation écologique de leur fonctionnement. Alors, je vais laisser Raphaël conclure sur la grande distribution, parce que nous, on est sortis du modèle de la grande distribution. Il y a 3 ans, on avait un dernier client à Rungis et ça s'est mal passé sur des histoires de contrôle qualité. Et moi, j'ai dit aux équipes, c'est fini, je veux plus. Même quand ils viennent nous voir en disant, on voudrait vous acheter des légumes, vous commencez par leur demander à quel prix ils les achètent et après seulement on discute, parce que sinon on passe une après-midi à leur faire visiter la ferme et à la fin ils vous expliquent qu'ils vont vous acheter les carottes 80 centimes et donc c'est juste pas possible.
Donc pour tout le reste, nous on considère que le rôle principal, c'est de développer les circuits courts. Donc il y a beaucoup de circuits courts qui sont développés. Et l'un des acteurs principaux, ce sont les collectivités locales. C'est-à-dire que si on reconstitue des espaces de marché, notamment dans les zones à forte densité urbaine comme toute l'Île-de-France, en fait, on redonne aux producteurs l'accès au client final, l'accès pour recréer du lien, pour valoriser les produits, pour valoriser la qualité gustative des produits, enfin pour échanger sur ces produits dont on sait qu'ils sont vertueux pour l'environnement et pour l'alimentation. Donc, nous, on est très engagés là-dessus auprès de toutes les municipalités qui nous entourent et c'est plutôt vertueux, quoi. Enfin, moi, globalement, je considère que l'État fait pas mal son boulot en Île-de-France, notamment à travers les échelons locaux que sont les communautés, les communes, les collectivités de communes et puis la région. Raphaël ? Oui, c'est vrai que quand on s'intéresse à ce sujet de la répartition de la valeur et à ces fameux rapports de force dans la filière agroalimentaire, la grande distribution a souvent ce mauvais rôle et c'est vrai qu'elle a ses tares aussi. Il ne faut pas s'en cacher. Après, nous, on s'est dit aussi, c'est là où vont la majorité de nos compatriotes quand ils vont acheter leur alimentation, quoi. Donc en fait, on en a fait une donnée de la situation dans laquelle on était. Et quand on s'est dit comment aider une coopérative laitière à vendre du lait en briques, en fait, assez classiquement, on s'est dit l'urgence est qu'ils puissent le vendre. Donc on s'est tourné vers la grande distribution. Et c'est vrai que un des facteurs de transformation, je ne sais pas si vous savez, mais un des mouvements de fond dans la grande distribution, c'est que les magasins deviennent de plus en plus franchisés. Les enseignes intégrées fonctionnent beaucoup moins bien. Et ça permet une chose, c'est cette franchise dans les magasins de la grande distribution, ça permet un meilleur lien au local, si on veut le mettre en place, si on veut bien se donner la peine de le faire, entre producteurs, consommateurs et magasins. Moi, en fait, j'ai des bons exemples à vous proposer parce qu'on a des consommateurs qui viennent dans les magasins, ça je ne l'ai pas dit, mais qui vont dans les fermes, qui vont dans les magasins, des consommateurs de la coopérative et qui font ce lien-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des gens dans la grande distribution qui ont une ferme volonté d'acheter à des éleveurs, à des producteurs du coin. D'une, la grosseur de leur système et le fait que ce soit un peu tentaculaire les en empêche. Mais il y a aussi cette fameuse histoire des marges. Et nous, je pense que c'est expliquer qu'il y ait beaucoup plus de transparence et de lien entre producteurs et consommateurs et comment se répartit la valeur entre les produits qui va permettre ça dans la grande distribution. Je sais bien que ce n'est pas la seule solution et qu'il y a plein d'autres choses à imaginer, mais moi, c'est l'exemple que je vois à l'heure actuelle, qui fonctionne en tout cas. Merci. On n'a pas forcément le temps pour une autre question. Donc, j'ai dit les questions, mais il y a une question. On va essayer d'aller sur notre dernier sujet. Et oui, nous arrivons déjà au bout. Je sens que vous êtes triste. Comment accélérer cette transition en restant dans le donut, Morgan? Et donc, si vous y réfléchissez bien, dans régénération, il y a génération, régénération même. Par ce jeu de mots brillant, nous comprenons que peut-être l'un des leviers, et je le disais tout à l'heure, c'est le renouvellement des générations. Puisque ces nouveaux agriculteurs veulent s'engager vers ces pratiques, très majoritairement, mais il faut qu'ils en aient les moyens, le temps, la capacité financière. Et donc ça, c'est un vrai sujet. C'est le métier qu'on a chez Eloi, hein. Je fais la minute publicité, mais on a créé maintenant il y a 4 ans. L'objectif, c'est de se dire qu'il y a 200 000 fermes à transmettre dans les 10 ans, comme je vous le disais. Comment on accompagne un maximum de ces fermes vers la transition par l'installation d'un jeune qui veut aller vers ces pratiques. Comment est-ce que la question du renouvellement des générations, vous le voyez chez C'est qui le patron? C'est un sujet auquel vous pensez que justement, par le revenu, vous allez attirer des nouveaux agriculteurs? C'est dans votre mission? Oui, tout à fait. Nous, les chiffres, tu les as bien rappelés. Nous, en filière laitière, c'est assez dramatique parce que ce mouvement s'amplifie aussi par la difficulté du métier. On l'a un peu évoqué, mais l'élevage, c'est très compliqué à poursuivre. C'est des conditions que, par exemple, ma génération a plus de mal à accepter. L'absence de temps libre, les fameuses astreintes, la très faible rémunération, ça je viens d'en parler.
Et donc nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'éleveurs qui, malgré le fait qu'ils soient en rémunération C'est qui le patron, donc avec une juste rémunération, avec des perspectives d'avenir, voient leurs enfants, parce que c'est aussi une histoire de transmission pas mal, familiale, changer d'avis en disant bon bah moi au début j'ai vu mes parents toute mon enfance, mon adolescence galérer à payer les factures, je me suis toujours dit que ce serait impossible que je reprenne ce métier, et en voyant le quotidien de leurs parents changer, se disent ah oui, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être des choses intéressantes à vivre dans ce métier-là, et pourquoi pas le reprendre. Nous, on a un exemple très concret qui s'est fait dans les 7 ans d'existence de C'est qui le patron, d'une ferme en Côte d'Or où le fils Régis a repris la ferme de son père, et il nous le dit, il a témoigné de ça, et ça nous fait très plaisir en tant que consommateur de se dire bah, on a permis ça, et c'est là-dessus qu'on insiste en fait. C'est vraiment au risque de me répéter, s'il n'y a pas de perspective économique dans une ferme, en fait, je vois difficilement qui pourrait avoir envie de se lancer là-dedans, quoi. Donc c'est vraiment par ce biais-là qu'on y arrive, et nous, on est évidemment engagé dans une démarche de commerce équitable, et le commerce équitable, c'est pas que la juste rémunération, c'est aussi tout un contexte économique qui va faire qu'un agriculteur est dans une situation favorable. Et donc, je pense que c'est aussi un des moyens qu'on a, nous, en tant que démarche de consommateurs équitable, de pousser le renouvellement des générations, qui est vraiment un des sujets les plus importants dans l'agriculture actuelle, quoi. Étienne, toi, tu es au comité de mission des lois, donc on se voit souvent. Le comité, pour ceux qui ne connaissent pas le statut d'entreprise à mission, hein, c'est un statut dans lequel on inscrit des objectifs sociétaux et environnementaux dans nos statuts. Il y a donc des audits réguliers pour s'assurer qu'on est dans nos objectifs qui sont le renouvellement et la transition. Et on débat souvent de cette question, cette petite quadrature du cercle. Ok, ça y est, on arrive à... Les cédants nous confient leur ferme, on arrive à leur trouver des repreneurs, même en bovin-lait, on en trouve qui veulent aller vers la transition et on arrive à les installer. Donc tout ça, on arrive à le faire, donc ça, c'est déjà des bonnes nouvelles. Mais on se casse un peu la tête là sur la question de ok, mais comment on pérennise leur installation, comment on s'assure que dans le temps, ils vont réussir à vivre et à avoir le revenu. C'est bien beau de leur demander d'opérer la transition et tout, mais s'ils n'ont pas les moyens de le faire, mettre en place des outils de mesure, même d'impact, tout ça, ça coûte du temps et de l'argent. Donc c'est un sujet qu'on aborde souvent. Oui, et je crois que je te rejoins sur le fait qu'il faut donner de la visibilité aux gens. Donc si en fait un repreneur ou quelqu'un qui reprend une entreprise familiale s'inscrit dans le même métier, c'est plus simple. Si dans un changement de métier, ou si c'est un IMA, comme on dit, un IMA c'est non issu du monde agricole, qui s'installe, la première question qui est centrale au moment où on démarre, c'est quand même, est-ce que le marché est là, quoi? Et c'est des questions très concrètes de volume, de prix et de concurrence pour savoir, moi je dis toujours, le marché francilien est infini, c'est quand même assez facile, il suffit de faire du commerce. Je serais moins confortable en pays nantais ou dans la Drôme, où c'est blindé de maraîchers, c'est pas qu'il y a la question des prix qu'il faudrait aller voir, il y a la question de la concurrence, quoi. Donc la première question pour un repreneur, la première inquiétude, c'est le marché pour moi. Et il faut arriver à rassurer le repreneur sur sa légitimité sur ce marché. La deuxième, c'est clairement le financement. Il faut quand même, c'est des fondamentaux de la finance, mais il faut les décliner au moment d'une reprise. Je veux dire, le besoin de financement d'un changement ou d'un démarrage d'entreprise, c'est le besoin d'investissement et c'est le besoin de fonds de roulement. Et dans le besoin de fonds de roulement, il y a les stocks. Les stocks en maraîchage, c'est un monstre, hein, parce qu'en fait, en décembre, on ne cultive plus rien, quoi. Il faut vous donner des légumes jusqu'en mai. Donc je ne vous raconte pas ce que ça représente en termes de tonnage de légumes, de conditions de conservation, d'investissement pour gagner tout ça. C'est très important, le besoin de fonds de roulement du stock dans la production légumière. Et l'autre, c'est comment dans un monde d'aléas, il y a une partie du besoin de financement ou de l'inquiétude de celui qui va démarrer le projet qui est juste, est-ce que je vais arriver à parer les aléas, quoi? Est-ce que la grêle ou le coup de froid qu'on va avoir, est-ce qu'on va arriver, ou les pertes de culture qu'on va avoir qui seront liées à la météo, on va arriver à les parer. Donc je pense qu'il y a un élément très important de cette transition pour l'agriculteur qui est de mettre en place une structure financière suffisamment solide et suffisamment bienveillante si elle vient d'un financier extérieur ou d'un parrain. Il y a une chose que je voudrais rajouter, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Étienne, c'est vraiment majeur. Moi, il y a un élément que je sous-estimais avant de rentrer dans
chez C'est qui le patron, c'est aussi la valorisation du métier d'agriculteur tel qu'ils peuvent la vivre quand ils vont expliquer leur métier. Enfin, il y a vraiment une chose à faire sur l'image du métier d'agriculteur. Ça change, je suis assez content de voir que ça suscite aussi pas mal de vocations. Mais nous, vraiment, quand on va faire des visites dans les fermes avec, en tant que consommateur, ils nous expliquent, les éleveurs, qu'il y a aussi un élément fondamental qui est d'expliquer leur métier, expliquer leurs pratiques et la fierté aussi qu'on a à le faire. Et ce lien qui se recrée, c'est-à-dire j'ai produit pour des gens que je vois dans la vraie vie, quoi. Il y a plus juste ce camion qui vient récolter mon lait et puis en fait je ne sais pas où il va. Et ça c'est très important, je pense. Ça peut paraître un peu nébuleux quand on dit ça comme ça, mais c'est parfois aussi très concret, quoi. C'est un truc qui va se créer. Il y a un mot sur lequel tout le monde s'est levé ce matin. Hein, c'est est-ce que vous pensez que demain on peut changer les choses en créant du lien et en collaborant? Et en fait, ce que vous faites à travers votre marque et ce lien au consommateur, c'est effectivement super important. Alors, on s'est dit, nous, chez Eloi, quand on a participé à la CEC, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer du lien en fait, entre le monde de l'entreprise? Moi, j'étais au milieu de financier, donc autant vous dire que ce n'était pas mon univers. Tu es venu d'ailleurs, Étienne, l'autre jour, hein, tu as vécu ça aussi. Mais bon, des financiers de bonne volonté, voilà. Et puis, le monde de l'agriculture, parce qu'en fait, quand on regarde cette petite quadrature du cercle, on se dit peut-être qu'il y a besoin d'un nouvel acteur qui vienne s'emparer et apporter le petit coup de pouce supplémentaire. Puisqu'on arrive à reprendre des fermes, puisqu'on arrive à installer des jeunes, comment on fait? Il y a les banques, ok, il y a le financement participatif, il y a le portage foncier, tout ça apporte un certain nombre de clés. Mais en fait, le monde de l'entreprise a certainement un rôle à jouer pour soutenir cette transition agricole et ces agriculteurs qui s'installent. Et en plus, au sein des entreprises, tout le monde a envie de redonner du sens à son métier, de créer ce lien, de se reconnecter. On voit qu'aujourd'hui, il y a cette attente de la part des collaborateurs pourquoi ils se désengagent, pourquoi ils quittent l'entreprise pour devenir agriculteur ou faire autre chose, parce qu'ils n'ont pas ce lien, ce sens qui est apporté dans le métier. Voilà, donc il y a eu le petit spoiler qui s'est affiché à l'écran, mais on a designé ça avec notre comité de mission, c'est de lancer un programme qui s'appelle Reconnect. On ne s'en est pas parlé, Raphaël, mais ça peut vous intéresser, c'est de dire que les entreprises peuvent aller parrainer des agriculteurs qui s'installent en agriculture régénératrice. Et ce parrainage, c'est financier, ok, on peut soutenir une cagnotte participative, on peut faire du portage foncier, acheter des terres pour les aider à s'installer, on peut acheter du crédit carbone pour les aider, mais on peut aussi créer du lien, venir sur la ferme, faire des séminaires en apportant du revenu et du lien, venir faire du soutien moral à l'agriculteur, simplement s'intéresser à où il en est, l'écouter, s'intéresser à lui, qu'il y ait des gens dans l'entreprise qui aient ce rôle-là aussi, d'être présent à ses côtés. Tout ça va en fait contribuer à pérenniser l'agriculteur. Voilà, donc on lance ça, nous, aujourd'hui. On avait attendu Tech for Climate pour se dire énorme lancement en fanfare devant une salle en folie. C'est le cas, je crois. Voilà. Et puis, comme on ne veut pas faire du greenwashing quand même, et qu'on pourrait se dire, bah, c'est bien, mais si demain Total vient faire une campagne de com pour dire qu'ils soutiennent 5 agriculteurs, massivement, on va être un peu embêté. On a intégré aussi à l'intérieur de ce programme la capacité à accompagner ces entreprises vers un changement plus profond de leur modèle d'affaires. Avec Impact, qui organise aujourd'hui Groupe Constellation, ils ont accès à un bilan carbone complet et la plateforme de mesure pendant 1 an, et ça vaut de l'argent. Et le deuxième truc, c'est que nous, Eloi, on va les aider à reconnecter leur modèle d'affaires au vivant et les aider à réfléchir hors des boîtes, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est tous connectables au monde du vivant si on réfléchit un peu profondément et qu'on peut créer ce truc-là. Voilà. Donc, je vous annonce que si vous souhaitez en discuter, on sera sur le stand d'Impact tout à l'heure. Ça sera avec grand plaisir. On peut vraiment chaleureusement applaudir nos intervenants. Vous pouvez revenir sur scène juste pour qu'on vous applaudisse. Et puis, on va avoir le petit débrief de Morgan. Je pense que tout le monde est très impatient de voir ce qu'il a pu faire. Et je vais essayer de ne pas, cette fois-ci, laisser tomber le panneau avant qu'on ait ce petit débrief. Voilà, on peut réapplaudir tous nos intervenants. Merci, bravo. Alors Morgan, qu'est-ce que tu nous as... Ça va? Ça va bien. Ouais. Ça, tu souffles, je te vois. C'est un peu cadence infernale pour moi, tu vois, parce que
Je sais pas, ceux qui sont là depuis ce matin, il y a des gens qui sont là depuis ce matin? Vous avez vu beaucoup faire de pauses ou pas? Non? Alors que vous? Ouais. C'est dans l'autre sens. Bon, c'est presque bicolore. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Je ferai une exposition ce soir en totem. Qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant? Parce que finalement, c'est mes crayons qui parlent mieux que moi. Bon, ton petit coup de pub, c'est bien sur la fin, là. C'est pas con. J'ai senti l'engouement assez total. Ouais. La foule en délire, c'était sympa. Le stock, c'est un monstre, hein, j'imagine. Ouais. J'imagine. Alors, je ne sais pas trop la grande distribution. Hein. Il y a les uns les autres. Hein. Il y a Étienne qui a dit c'est bon, moi je les emmerde. Et par contre, Raphaël, j'ai bien compris qu'il fallait composer un petit peu avec quand même. Hein. Ouais. Mais bon, je ne juge personne, moi. Je vais aussi faire mes courses de temps en temps là-dedans, mais voilà, il y a 2 écoles finalement, quoi. Il y a 2 écoles finalement. Ouais. Si. Alors, bonne nouvelle, je peux encore manger un peu de viande. Moi, j'avais un petit doute là-dessus. Je ne sais plus qui l'a dit. C'est toi, non? On peut manger de la viande, mais pas n'importe où. Donc ça, j'arrive à tracer. Pas n'importe quelle viande, pas de n'importe où, pas n'importe quelle viande. Il y a encore une consigne ou pas? Non. En direct du producteur. Bon, ok, parce que j'aime un petit peu ça et des fois je me dis, ce serait bien de manger un peu de viande. Du coup, ça me fait du bien au moral. Voilà. Ouais, il faut bouger, quoi, en gros, quoi. Il faut qu'il tente de se bouger, à force de parler, quand même. Mais, ouais, circuit court, ça, je suis pas trop mal là-dessus. En même temps, je fais mon petit check, vous voyez, dans une journée comme ça. Est-ce que je suis aligné, moi, par rapport à ça, quoi. Voilà, j'ai pas grand-chose de drôle à dire. C'était pas drôle, en fait. Hein. C'était juste intéressant. Merci beaucoup, Morgan. On peut l'applaudir. Ouais, hein. Vraiment, tu as une cadence infernale de maraîcher quasiment bio. Ouais, parce qu'on peut peut-être parler de ça aussi. Dans le donut, il y a le plancher social. Est-ce que je suis payé à ma juste valeur aussi, ça? Ça, vous ne le savez pas, mais... Tu nous poseras la question, Olivier, tout à l'heure. Tu nous diras. Ouais, tu nous diras. Ouais. J'ai un petit peu compris le donut quand même. Merci. Merci. Merci à tous.